Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 335 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le grand retour de la saison NBA et donc c'est aussi le retour de l'hebdo. L'hebdo semaine numéro 1 pour cette saison 2025. Comme chaque lundi, l'hebdo tactique et actu avec Azad de QI Basket et du Dreamcast Show. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petits likes ou petites étoiles, bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour une nouvelle saison de l'hebdo. Et oui, saison numéro 2 après le succès de l'année numéro 1 où on s'est pas mal éclaté, vous avez bien aimé, donc on va recommencer. L'hebdo, on va tout expliquer. Et donc, pour ce premier numéro de l'hebdo 2025, saison 2025, on reçoit quelqu'un qui était déjà là l'an passé, évidemment pour la saison 1, et qui a hâte d'entendre les news de la semaine comme l'an passé. C'est Azad. Comment ça va, Azad ? Ça va super. Je me demandais si j'avais fait le premier l'année dernière d'hebdo, et je crois que ouais, j'avais essuyé aussi les plates du premier, et je me rappelle qu'on avait du mal à trouver nos marques l'année dernière au début. On s'envoyait beaucoup de messages avec FD, toi, Baptiste et moi, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait retirer, qu'est-ce qu'il fallait rajouter. Et non, c'est cool. Je pense que la deuxième saison, elle sera un peu plus fluide dès le début. On s'est pas encore débarrassé des news de la semaine, mais d'ici la saison, peut-être que on aura réussi. Voilà, donc quand Azad dit on s'était envoyé des messages pour faire le point et tout, en gros c'est Azad qui toutes les semaines envoie un message, il faut enlever les news de la semaine, c'est chiant. Voilà, c'est pour dire un peu l'idée. Bon, ça, à part ça, Azad, ça va sur ce début d'année. Oui, c'est vrai que tu avais fait l'épisode 1, et d'ailleurs pour dire à quel point le Basket Lab est à la pointe du marketing et de toute la recherche du clic, je crois que l'épisode 1 de la fois d'avant, on n'avait pas parlé de Wemby. Aucun de nous deux n'avait vu le match de Wemby. On aurait pu faire du clic facile, et finalement, tu vois, on n'avait pas parlé du premier match de Wembanyama en NBA. Là, on a corrigé le tir, puisque tu vas nous en parler. On va y arriver. Bref, comment ça va, Azad ? Top. Écoute, tout va bien. Non, le début de saison a repris. Je suis un peu déçu du premier match de Boston contre New York. On va en parler. Je m'attendais à avoir je pense que j'ai un peu surestimé New York après les trades. Et j'étais un peu déçu de l'approche tactique et même de certains aspects du match. Mais non, sinon c'est cool de retrouver du vrai basket. C'est juste un peu dur de passer encore une fois des nuits à 2 matchs, puis à 10. Puis 4 matchs, ça casse un peu les couilles quand genre tu dois choisir entre 10 matchs alors que la veille t'en avais que 2 à regarder. Enfin bon, voilà. Non, mais ça c'était déjà le cas l'année dernière, donc bon. Bref, donc l'hebdo, bienvenue à ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas. Donc l'hebdo, qu'est-ce que c'est ? L'hebdo, l'émission. Alors il y avait d'autres noms qu'on avait trouvés, qui étaient l'hebdoratoire, parce que le Basket Lab laboratoire, hebdoratoire, ou alors on avait aussi proposé l'hebdo tactu, je crois, parce que tactique et actu. Donc c'est une émission qu'on fait tous les lundis matins. On revient un peu sur les matchs de la semaine, c'est un peu ça l'idée. Enfin, une émission hebdo notamment, mais donc le programme c'est les infos de la semaine au début. Ensuite les affiches de la semaine. Donc on discute un peu tactiquement, ou en tout cas des matchs qui se sont passés de la semaine écoulée. Ensuite on a une rubrique à choix multiples, donc soit un thème libre, soit une stat de la semaine, soit un scouting de la semaine, ça dépend un peu des fois, mais voilà, un peu un thème un peu plus général, on va dire. Ensuite, les questions auditeurs, donc rendez-vous notamment sur soit YouTube, soit le Discord ou Twitter pour poser vos questions. On les prend chaque semaine, on répond à tout d'ailleurs. Et puis ensuite, le quiz pour terminer cette émission. Est-ce que ce programme te va pour cette année, Azad ? Fantastique. Je ne savais pas si on gardait les quiz, mais du coup, apparemment, oui. Donc, très bien. Je me suis pas du tout Pourquoi est-ce qu'on supprimerait les quiz ? Je sais pas, parce que pour nous sauver un peu la vie, pour éviter qu'on se ridiculise sur grande écoute. Mais non, c'est très bien. Très bien. On va voir ce que ça donne cette année. Qui avait gagné le quiz l'an passé ? Je crois que c'était moi, hein. Non, je crois que c'était Baptiste. Et toi, t'étais dernier, non ? Je crois que je suis dernier l'année dernière, ouais. Ouais, je crois que t'étais dernier. Au buzzer, tu t'es fait prendre la place. Bref, donc on y va. Les news de la semaine pour commencer. On parle un peu de ce qui s'est passé. On vous fait le point pour vous. Alors, on commence déjà par les blessés. Évidemment, c'est toujours un peu comme ça. C'est pas cette semaine, mais Hartenstein absent 6 semaines, ça, tu le sais déjà. Mais on a aussi Max Strus qui rejoint l'infirmerie pour 6 semaines également côté Cavs. Et puis Dejounte Murray. Est-ce que tu as vu ça, qui s'est blessé dans son premier match avec les Pelicans ? On craint une fracture de la main, donc ce serait là encore une absence de longue durée. Et puis un autre, je sais pas si tu as vu, malheureusement, c'est James Wiseman qui joue où d'ailleurs, Azad ? Quiz. Indiana.
Exactement. Et ben, il s'est fait le tendon d'Achille, malheureusement. Donc, pas de Wiseman qui aurait pu un peu se relancer côté Pacers avec le mouvement, les cuts, etc., etc. Et puis, il y en a un autre aussi, évidemment, dont on a appris l'absence d'abord un peu. Ensuite, on a appris que ça serait de longue durée. C'est Kawhi Leonard, et évidemment. Voilà. Il paraît que, je sais pas si tu le savais, mais il paraît que ça pourrait se prolonger encore une fois, que ça pourrait être encore un long terme. Donc voilà, grosso modo, pour les blessures, j'espère que j'en oublie pas, mais ce qui permet aussi d'enchaîner sur une autre news de cette semaine. Je sais pas si tu l'as vu. Il va y avoir possiblement un procès entre Kawhi Leonard, enfin pas Kawhi Leonard, justement avec son ancien préparateur physique, une histoire un peu sombre là-dessous, son ancien préparateur physique personnel qui veut faire un procès aux Clippers pour plein de différentes raisons. Il a été licencié évidemment par les Clippers, et plein de différentes raisons que sont, notamment il parle de tampering, dans le sens où il a été approché, Kawhi a signé en 2019, il avait été approché dès 2017 par la franchise. Ok, il y a des salaires impayés, bon ça c'est classique j'ai envie de dire, mais aussi une mauvaise gestion des blessures, ce qui pourrait peut-être expliquer le fait qu'on ait un Kawhi qui en fait, finalement depuis qu'il est aux Clippers, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, après, ça a toujours été compliqué, Kawhi, quand même. Tu vois, je veux dire, les Spurs, c'est cette question un petit peu hors terrain et ces questions de blessure, j'ai l'impression que ça date quand même de bien avant les Clippers. Donc bon, après, je pense qu'ils surfent aussi sur la vague qu'ils sont encore blessés. Je pense que c'est le bon timing pour sortir un peu tout ça aussi, quoi. Comment ça, tu veux faire un trade, tu veux dire? Bah non, pas forcément, mais je pense que celui qui porte plainte, là, son ancien coach, Ah, sortir l'affaire, tu veux dire? sortir l'affaire au début de la Ouais, ouais. saison NBA où Kawhi il est encore blessé, bon je pense que c'était un peu une question de bon timing aussi. Donc ouais, à voir, mais bon, je pense pas que la fragilité de Kawhi Leonard date des Clippers et soit vraiment de leur fait entre guillemets. Bah, il y avait eu qu'une vraie année où il était blessé, en tout cas absent, c'était à 2018 du coup. Mais bon, on avait aussi appris que, alors pareil, hein, est-ce que c'était blessure, est-ce que c'est hors terrain, des affaires avec encore un coach un peu personnel. Enfin, c'était un peu bizarre hein, l'histoire avec les Spurs. Il voulait partir, on a bien compris. Donc, à quel point tu vois, c'était une vraie blessure même aux Spurs, je sais pas trop, mais bon, c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, on n'a pas. D'ailleurs, on n'a pas eu de Kawhi Leonard pour l'ouverture de la nouvelle salle. C'est pas une des news de la semaine, mais on va en parler, je pense, tout à l'heure. Les parquets Azad, les parquets du play-in, j'arrive plus à parler, du in-season tournament, pardon, vont être changés. J'attends de voir, hein, je suis quand même un peu méfiant parce que les couleurs étaient vachement dégueu l'an passé. Je dis pas qu'il faut pas mettre de couleurs, mais peut-être des tons un peu plus clairs, peut-être juste, ça serait pas mal pour les yeux, non? Oui, puis même juste laisser des parquets en bois, hein. En vrai, si ça marche depuis tant d'années, je vois pas le principe. Enfin, c'est moche, je sais pas, j'aime pas ça. J'aime pas ce tournoi, j'aime pas les parquets. Bref. Non, mais c'était quand même atroce, quoi. J'aime encore moins les parquets que le tournoi. En vrai, le tournoi, les phases finales avaient un côté presque fun, parce qu'il y avait un mini enjeu dans des matchs un petit peu à élimination directe, entre guillemets. Mais le parquet bleu d'Indiana, là. Oh, et les parquets rouges, mais quelle horreur. Mais je comprends pas comment les mecs se disent que ça va rendre bien à un seul moment. Je sais pas, ça me dépasse, mais peut-être que je suis déjà trop vieux dans ma tête, je sais pas. Ça te plaisait pas de voir cet été des highlights de la saison et de voir que, ah tiens, d'un coup, il y a un parquet dégueulasse qui apparaît au milieu de plein de parquets normaux? Non, C'est marrant, mais à chaque fois que je faisais des vidéos récap ou des trucs de scouting sur la saison dernière, je zappais toutes les actions qui Ah oui? étaient avec ces parquets. Ah ouais, non, j'avais pas le cœur. J'ai dû en mettre 2-3, mais sinon j'évitais le plus possible. Je trouve que ouais, non, ça. Non, l'idée est pas mal, c'est du marketing, hein, c'est les mecs dans des bureaux, ça, on peut pas comprendre nous, mais l'idée est pas mal, mais juste, enfin, tu vois, la saturation là dans Photoshop, faut juste, hop, vers le bas, s'il vous plaît, un peu plus clair quand même, ça ferait moins mal aux yeux. Bref, au niveau news aussi, alors je te l'ai dit, même si c'est pas toi le spécialiste, c'est Antoine, mais explosion de la valeur des franchises NBA, voilà, ça continue d'exploser, ça va exploser encore plus avec le nouveau contrat TV, mais juste pour dire, la moyenne d'une équipe NBA actuellement est de 4,4 milliards de dollars, plus 15% par rapport à 2023, c'est peut-être l'effet Wembanyama Azad, je ne sais pas. Et on a toujours le trio de tête, hein, les fameux Golden State, New York et Lakers. Les Warriors sont à plus de 8 milliards de dollars. Je sais pas si tu veux qu'on se mette un peu ensemble là, pour essayer d'en racheter une, mais ça va être un peu chaud, Azad, malheureusement. Non, la grosse news de la semaine, évidemment, comme toutes les semaines 1 et comme toutes les semaines 1, Azad s'en fiche, mais c'est les prolongations des contrats rookies. Donc je peux un peu faire le point. Alors, juste pour dire, donc, de la draft 2021, qui avait une deadline avant le début de saison. Avant, c'est quelques jours dans la saison. Maintenant, c'est repoussé à avant le début de saison. Donc, une deadline pour signer des prolongations de contrats anticipés. C'est-à-dire que le contrat ne va pas prendre effet
maintenant pour 2025, mais ce sera pour 2026. Mais bref, donc on a le contrat qui prendra effet à année 5, pas année 4, mais il pouvait déjà prolonger. Donc on a eu Trey Murphy, que t'aimes bien, 112 millions sur 4 ans. Corey Kispert aussi a prolongé à Washington, 54 sur 4 ans. Jalen Johnson à Atlanta, sur pas mal également. Jalen Suggs, c'est beaucoup. Hein. Suggs, c'est quand même 150 sur 5 ans. Peut-être tu nous diras ce que t'en penses ou pas. Jalen Green aussi, côté Rockets, ils ont fait des trucs un peu bizarres. Donc le gros contrat pour Sengun, bon ça c'est relativement classique. Par contre Jalen Green, pour dire à quel point même eux commencent un peu à douter peut-être, mais c'est un gros contrat, mais très court, c'est-à-dire 2 ans avec en plus une player option ensuite à la fin. Donc voilà, c'est pas du tout classique, hein, ce genre de contrat d'extension un peu à player option en fin de contrat rookie. Donc on suivra ça, à quel point ça peut se développer ou pas Jalen Green, mais le contrat est aussi assez intéressant de noter ça en tout cas. Et puis il y en a qui n'ont pas eu de prolongation, et notamment le principal, c'est Kuminga qui n'a pas eu sa prolongation anticipée. Pourquoi? On pourra en reparler, hein, je pense, un jour bientôt sur le podcast, mais il y a un peu cette idée que de toute façon, il n'y a rien à perdre à lui proposer maintenant, parce que lui, il veut le max, donc ça sert à rien de le donner maintenant, autant le donner l'été prochain où tu auras encore ses droits, il sera encore restrictif, mais bref, sur ces contrats, qu'est-ce que t'en penses, notamment Jalen Suggs, qu'est-ce que ça fait cher quand même, non? Bah, en vrai, déjà, sur les contrats, ce qui m'a fait marrer, c'est là, il y a eu Trey Murphy, Jalen Suggs et Jalen Johnson le même soir. Je me suis dit, tiens, si j'avais ne serait-ce que 1% de commission sur tous les chouchous que je mets en avant de manière habituelle, j'aurais plus à bosser. Déjà que je bosse pas beaucoup. Et non, alors, je trouve que c'est peut-être le plus risqué. Mais d'un autre côté, je pense qu'Orlando avait pas forcément beaucoup le choix, entre guillemets. Je sais pas à quel point. Et je pense que le fait qu'il ait été All-NBA second team, ça doit jouer peut-être un peu dans le contrat aussi, non? All defense. Oui, excuse-moi. Oui, All Defense. Mais je pense que ça doit potentiellement jouer dans le contrat. Je me rends pas trop compte. Mais bon, en tous les cas, après, pour moi, Orlando, ils avaient pas vraiment le choix de le re-signer à ce prix-là. C'est un moins bon deal que celui de Jalen Johnson et que de Trey Murphy, mais je pense que ça restera un bon deal. En tout cas, ça va pas les handicaper. Et je pense que ça restera dans le futur un contrat qui est pas trop difficile à bouger et un type de joueur qui intéressera toujours des contenders. Donc, je pense pas que tu t'handicapes non plus totalement pour le futur. Non, après, on va dire qu'à ce tarif-là, on espère, en tout cas, on mise sur une explosion un peu offensive aussi, quoi, parce que le top role player défensif qui est payé 30 millions l'année, alors le salary cap va augmenter, etc. Donc c'est pas les mêmes standards Ouais. qu'avant, on est d'accord, mais quand même, quoi, je pense pas qu'il aurait ce tarif-là, mais tant mieux pour lui, du coup. Mais voilà, pour Orlando, on suivra ça, mine de rien. Sachant qu'ils n'ont pas proposé de contrat à Markel Fultz, mais ils ont donné plus de 30 millions à Jalen Suggs. On verra ça. Bref, avançons. Une news aussi sur les Warriors, que tu aimes bien, ça a été révélé que les Warriors, en fait, rêvaient de Paul George et Lauri Markkanen. On a suivi un peu les deux dossiers tout l'été. On se dit, lequel ils vont faire? Non, en fait, ils voulaient les deux, eux, carrément. Sauf que, il y a aussi une déclaration que j'ai notée et je voulais en parler parce que je suis pas trop d'accord, justement. Mike Dunleavy, donc le GM, le nouveau GM des Warriors de l'an dernier déjà, qui disait, mais en fait, ça n'a pas trop de sens de lâcher tout le futur de l'équipe pour un groupe, donc avec Markkanen et Paul George, de lâcher le futur de l'équipe pour un groupe qui peut être bon, mais qui n'est pas incroyable. Surtout vu l'âge de nos stars. Et j'ai envie de dire, je suis en désaccord total avec ça. Parce qu'en fait, à jouer sur les deux timelines, en fait, tu t'en joues aucune, quoi. T'es ni bon maintenant, ni bon plus tard. Parce que c'est pas comme si non plus t'échangeais des futurs go-to-guys. Alors que moi, c'est une différence de philosophie et c'est toujours plus facile à dire quand t'es pas impliqué. Mais j'avoue que c'est un peu dommage de pas faire en all-in et de pas complètement exploiter tout ce qui est la fin de carrière de Curry et Draymond, quoi. Bah, surtout que je pense que les doutes que tu peux avoir sur Paul George, c'est au niveau de la santé et des blessures. Mais au niveau du fit, Paul George et Markkanen autour de Curry et Draymond, j'ai quand même du mal à voir un monde où ça fonctionne pas, quoi. En vrai, ça laisse plutôt rêveur, mais bon. En plus, quand t'as Markkanen et Paul George, en plus de Curry et Draymond, bon, t'as aussi des free agents pas chers qui viennent chez toi, quoi. Tu sais, t'as toujours ce genre de truc qu'on sous-estime, mais non, je sais pas. Moi, après, je suis peut-être un peu plus bas que la moyenne sur des Kuminga, sur des Podziemski en termes de potentiel, Jackson Davis. Enfin, c'est sympa, mais tu vois, l'aspect de non, mais il vaut mieux pas lâcher le futur de l'équipe pour un groupe qui peut être bon mais pas incroyable. Je suis pas trop d'accord là pour le coup. Je suis pas trop d'accord déjà sur le fait que le groupe peut pas être incroyable. Je pense que ça aurait pu être sympa, même très sympa. Ouais. Et puis c'est pas le futur de l'équipe, quoi. Tu peux pas construire. Enfin, je sais pas. Il y a un peu ce mythe, tu sais, de la progression linéaire où de n'importe qui peut être go-to-guy. Moi, je pense pas que Podziemski ou Kuminga peuvent devenir All-NBA, quoi, en fait. Non, et puis même, de toute façon, t'as pas de futur d'équipe, vu que Curry, il est pas éternel. Donc, ton futur s'arrête au moment où Curry part ou prend sa retraite ou demande C'est un ça, ouais. trade. Donc, en fait, ça sert à rien de miser sur ton futur parce que ton futur,
il dépend pas de ta franchise entre guillemets, il dépend seulement d'un joueur, enfin d'un duo, mais surtout de Curry. Donc autant maximiser le présent plutôt que parier sur un futur qui est bancal, quoi. Enfin bon, après c'est facile à dire, c'est sûr de l'extérieur, mais bon, je sais pas. Ouais. Non, mais on voit bien que les all-in, ça marche pas. Hein. Quand on voit les Raptors 2019, quand on voit les Lakers 2020, Les quand on... non, Celtics, ouais. ça, Mais ça marche pas après, il trop y a les all-in. je pense qu'il y a peut-être un aspect aussi où en fait, ça a jamais vraiment été possible. Mark Cannon et Paul George. Et Dunleavy dit qu'il préfère rester avec le groupe actuel pour renforcer un petit peu potentiellement la confiance du groupe actuel. C'est peut-être juste en vrai des paroles en l'air et en réalité, il n'y a jamais vraiment eu un espoir concret d'avoir les deux. Peut-être, ouais. Mais ils Ouais. utilisent ça un petit peu comme levier psychologique en disant genre ah non mais Paul George et Mark Cannon on n'aurait pas voulu de toute façon genre on a confiance en nos gars alors qu'en réalité enfin, si tu regardes sur le papier, ça a pas de sens. Ou alors, ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que vraiment réaliste, là. Non, mais voilà, moi philosophiquement, c'est vrai que je suis pas trop de cet avis. Je suis plutôt en mode faire des all-in parce que voilà, c'est comme tu dis, en fait, ton projet ne tient que parce que t'as Curry, quoi. Enfin, quand Curry s'en va, tu vas pas être genre top 4 de l'Ouest et contender avec des jeunes qui émergent de nulle part, en fait. C'est pas comme si, genre, tu refusais d'échanger, moi, je sais pas, un Jason Tatum de 20 ans, quoi, ou un futur, ou je sais pas, un Luka Doncic de 20 ans. Bon, c'est des joueurs très sympas, mais ça reste aussi Podziemski et autres, quoi. Et Moses Moody, etc. Mais bref. Avançons. La NBA va enquêter sur les matchs ratés de Oh Joel putain. Embiid. Est-ce que tu as vu cette info? Je voulais te lancer là-dessus parce que je me suis dit, un peu de sel de Hazard, ça peut faire rire. Non, mais alors, moi, je comprends pas pourquoi on laisse pas les... Enfin, je comprends pourquoi, mais d'un autre côté, il y a ce truc-là de pourquoi vous voulez forcer les joueurs à jouer, pourquoi vous voulez forcer les équipes à faire jouer leurs joueurs qui sont fragiles. La NBA, même si, bien sûr, dans la théorie, t'aimerais que toutes les stars jouent 82 matchs, tu préfères quand même qu'au final, elles soient préservées le plus possible pour pouvoir jouer un maximum pendant les playoffs, qui est là où tu fais le plus de ton beurre et de tes audiences, quoi. Donc je Ouais. comprends pas trop cette volonté d'aller contre le, je sais plus comment on appelle ça quand on met les joueurs au repos forcé un peu. Load management. Le load management. En fait, le but du load management, c'est quand même d'avoir une équipe qui est en forme dans les moments les plus importants et c'est ces moments-là qui rapportent le plus d'oseille et d'audience à la NBA. Donc en fait, les équipes font pas ça pour faire chier la NBA, elles font ça pour être compétitives au meilleur moment. Et c'est parce que t'as une ligue qui est compétitive qu'il y a un intérêt. Enfin même, tu vois, tout le League Pass, le nouveau CBA et tout, il a été un peu mis en place pour que la ligue soit le plus compétitive et je pense que le load management fait partie de ces outils qui peuvent rendre une ligue compétitive parce que tu protèges tes stars le plus possible. Enfin franchement, t'as pas envie de faire jouer Joel Embiid des matchs en trop pour te retrouver genre la 5e ou 6e saison d'affilée où il joue avec un masque, où il joue avec une blessure au pied, une blessure au genou, avec un œil à moitié fermé. Enfin, il y a un moment donné aussi où je pense qu'il faut laisser les équipes protéger leurs joueurs un minimum, quoi. Donc je vois pas la volonté d'enquêter, mais bon, à part pour faire chier Daryl Morey. Bah, disons que là où je comprends, c'est que ça reste aussi une industrie d'entertainment. Alors, c'est Ouais, bizarre à dire comme ça, mais c'est aussi un aspect, c'est que bah ouais, c'est une société qui propose du spectacle. Et donc, en un sens, tu vois, tu viens de négocier un nouveau contrat TV à 8000 milliards de dollars. Bon, ben voilà, match d'ouverture, si les mecs sont pas vraiment blessés, mais match d'ouverture sur ESPN en grande pompe, Bucks contre Sixers, bon, bah, il n'y a pas Embiid. Tu vois, bon, Paul George, on l'a vu se blesser, mais je veux dire, Embiid, les mecs se disent, bon, bah, vous faites chier, quoi, parce que, enfin, c'est un peu pénible, quoi. Tu vois, moi-même, qui suis hyper fan de NBA et tout, bah, je vois ça, bah non, je regarde pas le match, alors que sinon, ça aurait été la première chose que j'aurais fait, c'est regarder ce match-là en me levant. oui. Donc, je peux comprendre un sens, mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux taper sur les mecs qui font pas jouer parce qu'ils protègent la santé des joueurs? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas aussi, bah, sinon faire des saisons de 50 matchs en fait, tu vois, espacer les temps de repos, réduire la saison de 82 à 50 matchs. Oh, le rêve. Tu peux pas avoir une haute dose de deux matchs comme ça et t'attendre à ce que les mecs jouent, tous les mecs jouent autant, quoi. C'est pas trop possible, mais bon, voilà, ça, on revient aussi sur le thème de la rareté des matchs qui, à mon avis, n'est pas assez rare en NBA. Mais bref, ceci est un thème plus large. Non, mais ça m'a fait rire la blague de Embiid a manqué 3 matchs et comme par hasard, il y a des mecs qui sont allés regarder le calendrier et ils disaient comme par hasard le quatrième match, c'est quoi? C'est les Detroit Pistons, bien sûr. Bref, en D-League, une nouvelle règle qui a été testée sur les fameux les tirs de fin de quart-temps, tu sais, où ça tire depuis son propre camp. Donc Oui. voilà, comme les mecs font trop gaffe aux stats en NBA, ils aiment pas tirer, ils font semblant de tirer après le buzzer. Oh mince, non, ça a sonné après, et comme ça j'abîme pas mes stats. Et ils se sont dit, on va tester une règle en D-League, comme ça comptera pas.
Bref, c'est les stats, on va dire. Anthony Edwards aussi, qui dit si je gagne un titre NBA d'ici 3-4 ans, je file en NFL. Est-ce que t'y crois pas? On fait vraiment toutes les news. On fait toutes les news. J'y crois pas, mais je crois encore moins à un titre pour les Wolves, donc bon. Dans tous les cas, ça se vérifiera pas. Oh waouh. Ça commence, première take de l'hebdo. De'Aaron Fox veut des garanties avant de prolonger aux Kings. J'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que ce serait pas lui le prochain, alors pas superstar, mais star un peu sur le marché qui va, parce que je sais que t'es pas très haut non plus toi sur la saison des Kings, l'alchimie, le fit, etc. Est-ce que d'ici 6 à 8 mois, il n'y a pas genre Miami qui va chercher un De'Aaron Fox, quoi, tu vois? Bah, en tout cas, on lui souhaite, hein. On lui souhaite, je pense que je pense que ça leur ferait du bien à Sabonis et à De'Aaron Fox de plus jouer ensemble un petit peu. Je pense qu'ils sont arrivés un peu au bout d'un cycle qui était court et qui a été intéressant sur une saison. Mais je pense que la construction d'équipe telle qu'elle, elle est trop redondante sur plein d'aspects. Et je pense que Sabonis, comme De'Aaron Fox, pourrait être très utile dans d'autres équipes. Et pourquoi pas laisser justement les Kings à DeMar DeRozan avec 35% d'usage, histoire d'en profiter une dernière fois. Et puis les bookmakers qui vont limiter les paris sur des joueurs en two-way contract, parce que bah oui, tu sais, John Porter, le fameux John Porter qui a été banni à vie. Donc la solution c'est tu pourras toujours parier sur des perfs de joueurs, mais pas les two-way contract, parce que sinon c'est de l'argent qui peuvent se faire facilement. Donc on va limiter ça aux joueurs déjà établis, hein, évidemment, comme ça on va un peu éviter ce genre de situation. Non mais j'en parle, mais parce que c'est un peu ridicule toute cette situation par rapport à John Porter. Je pense que là on met un pansement sur une jambe de bois, et je juge pas les paris en soi. Vous faites ce que vous voulez, vous pariez ou pas. Moi, mon avis, on s'en fout. C'est juste que là, dans cette situation, ils ont essayé de faire un exemple avec John Porter, et là, bon, bref. Bah, je crois qu'il y a Adam Silver qui a dit que de toute façon c'était trop tard pour revenir en arrière sur les paris sportifs. Oui. T'es là, genre, alors, c'est intéressant que tu dis ça quand c'est toi qui as mis le premier pas enfin, tu vois, c'est un peu marrant de mettre le doigt dans l'engrenage et dire, ah bah maintenant c'est niqué, je peux pas revenir en arrière, quoi. Donc bon, je trouve ça un peu hypocrite. Après, je pense que ils découvrent, enfin, en tant qu'Américains, peut-être qu'ils découvrent un peu plus ce monde-là aussi et qu'ils avaient pas conscience de toutes les répercussions que ça pourrait avoir. Mais bon, à mon avis, ils sont, ouais, je sais pas, je trouve que la situation, tout ce qui va autour du pari sportif autour de la NBA prend des disproportions un peu énormes, avec Bally Sport qui est remplacé par FanDuel, Ouais. ou un truc comme ça là. Ouais. Ouais. Puis c'est vraiment incrusté dans je crois que c'est après le premier temps mort sur TNT, t'as genre Chuck et Kenny Smith qui parlent de leur pari sur la nuit. Enfin, je trouve ça très bizarre. Enfin, ouais, je sais pas, c'est un peu malsain la place que ça prend, je trouve. Genre, autant les paris sportifs, comme tu dis, chacun fait comme il veut, mais d'avoir des gens qui ont autant d'influence, qui rentrent, tu vois, qui sont incrustés dans ton match pour te dire quel pari ils ont fait et te donner potentiellement des conseils qui sont ni bons ni mauvais parce que ça reste du pari, c'est du hasard. Enfin bref, je trouve ça, moi ça me met un peu mal à l'aise à chaque fois. Mais... Je suis en train d'imaginer le vice de certains GM qui vont signer des mecs plus qu'en two-way, tu vois, des contrats minimum sur l'année entière juste pour que, tu vois, des combines comme ça, évidemment, mais non, mais voilà, la situation de John Porter, évidemment. Et donc on peut passer aux affiches de la semaine, notre deuxième rubrique, qui est un peu le sel de cette émission. On parlait des matchs qui se sont déroulés cette semaine. Alors petite semaine évidemment, parce que les matchs ont commencé mardi. Nous on enregistre le vendredi pour que ça sorte le lundi. Et oui, sinon on peut pas enregistrer le lundi pour que ça sorte le lundi. Un peu de décalage, le temps de faire le montage. Donc les matchs de la semaine, je crois que tu voulais parler d'abord de ce fameux Boston-New York qui a ouvert la saison. Ouais. Match dont j'avais beaucoup d'attentes. Et donc j'ai reçu beaucoup de... J'ai rien reçu. Mais j'ai été très content du match de Boston. J'ai été un peu plus déçu du match de New York. Mais ça a été un match qui a été tactiquement assez intéressant malgré la surréussite à 3 points de Boston. J'ai trouvé que l'approche des Celtics était assez intelligente pour attaquer un peu la défense de New York. Donc New York joue avec ces 3 joueurs qui sont Josh Hart, Anunoby et Michael Bridges et qui sont un peu, eux, dans un... L'objectif, ce serait qu'ils puissent switcher sur tout pour concéder aucun décalage. Du coup, ce que Boston a fait, c'est qu'à chaque fois qu'un écran était posé par un joueur, donc souvent Michael Bridges, Josh Hart ou Anunoby défendent le porteur de balle.
Du coup, ce qui se passe souvent, c'est que les deux joueurs qui sont défendus par les deux autres ailiers qui ont pas le ballon, ils vont à l'opposé. Et en fait, les joueurs de Boston qui venaient poser les écrans étaient les joueurs défendus par Karl Anthony Towns ou par Jalen Brunson. Ce qui fait que déjà ton schéma en switch all ne fonctionne plus. Ou alors, si tu fais du switch all, tu vas concéder un mismatch. Et donc Boston, un petit peu pour voir qu'est-ce qu'avait préparé New York en termes de couverture défensive sur le pick and roll, ont attaqué directement Karl Anthony Towns sur la première action. Et ils ont vu directement que c'était sur du drop. Troisième ou deuxième action, ils ont enchaîné sur une zoom action. Donc en fait, c'est deux joueurs de Boston qui viennent poser des écrans loin du ballon, entre guillemets. Et c'est le joueur qui est défendu par Brunson et le joueur qui est défendu par Karl Anthony Towns. Encore une fois, pour voir qu'est-ce que Tom Thibodeau avait préparé comme couverture défensive. Et en fait, on a un Brunson qui veut pas lâcher son joueur, donc ça concède des décalages. On a Karl Anthony Towns qui fait du drop, donc ça laisse potentiellement des tirs ouverts à 3 points. Et ils sont tombés sur un match où Jason Tatum était incandescent à 3 points, donc forcément tu te fais punir sur le drop. Donc petit ajustement tactique, ils ont commencé à envoyer plusieurs joueurs sur Tatum après l'écran, donc ils ont fait du blitz ou du hard edge. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que c'est là où on a vu d'ailleurs pas mal de progrès à la passe de Tatum, qui a réussi à envoyer des skip passes main gauche entre les deux joueurs qui montaient sur lui, qui a réussi à décaler sur le premier shooter à sa gauche ou à sa droite quand il y avait deux joueurs qui venaient sur lui, ou qui a utilisé des short action ou même du short roll avec Luke Cornett, donc qui venait le trouver au milieu un peu de la raquette, et ensuite Cornett pouvait jouer un 4 contre 3 en tant que joueur un peu au milieu de la zone, au niveau de la ligne à 3 points, et envoyer des passes sur les extérieurs. Donc j'ai trouvé que Boston avait très bien appréhendé la force de New York qui allait être le switch roll sur ces trois ailiers, en les annulant sans les mettre dans les actions. Et du coup, ensuite, Boston a bien réussi à s'adapter à tout ça, et je trouve que Tatum a encore prouvé qu'il avait fait d'énormes progrès à la passe. Il a envoyé des passes à une main, à deux mains, en dribble, en rythme. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et j'ai bien aimé aussi son utilisation sur pick and roll en tant que poseur d'écran, mais aussi avec parfois des pick and roll inversés ou des pick and roll avec Luke Cornett. Donc voilà un petit peu pour l'attaque de Boston que j'ai trouvé quand même intéressante, mais aussi un peu inarrêtable parce qu'ils ont vraiment rentré tous les tirs qui se sont créés, quoi. Ouais, il y a un peu un surplus d'efficacité sur ce match-là qui fait que très vite il y a une avance qui est creusée et ensuite c'est difficile de revenir, mais en même temps c'est aussi le truc avec ce genre de profil de tir, c'est que voilà, on a déjà beaucoup parlé, mais ça peut arriver. La variance c'est dans les deux sens, hein, et donc quand tu prends beaucoup de ce genre de tirs qui peuvent rapporter gros ou rien du tout, il y a des fois tu as des grosses pannes, il y a des fois si ça rentre tout qui rentre, tu peux avoir un espèce de bonus comme ça qui fait que ça va vite, quoi. Mais en effet c'est un peu intéressant de ce point de vue là, parce que je pense que en fait, dès le premier quart-temps, on a vu que les Knicks ont tout changé 2-3 fois. En termes de couverture, comme tu dis, ça a commencé un peu en drop. Donc, on a laissé la poche pour le pull-up à 3 points de Tatum. Ensuite, on a un peu changé, on l'a fait monter au niveau de l'écran, et sauf que là, encore, on a trouvé des solutions. Ensuite, on a fini par faire des switches, et donc Boston s'est mis à attaquer d'autres mecs que Towns aussi. Enfin bref, il y avait un peu, ils ont déroulé un peu le plan de jeu parfait, quoi. Et même à la fin, je crois que c'est fin de premier ou fin de deuxième quart-temps, je sais plus, mais juste, on s'en fiche, même pas de switch, même pas de piqué dans le rien, juste Tatum par-dessus toute la longueur de Michael Bridges, le pull-up dans le corner là, tu sais, par-dessus, et puis ça rentre, quoi. Donc c'était qu'un match assez intéressant de ce point de vue-là côté Boston, avec cette surréussite. Et de l'autre côté, je pense que en fait il y a un peu un aspect clé pour New York qui va être un peu le jeu des match-up, et c'est ce qu'on avait discuté quand il y a eu le trade de Towns. C'était aussi c'est génial sur le papier parce qu'en vérité t'es pas obligé de le faire jouer 5 Karl Anthony Towns, quoi. Il y a un peu ce côté où il y a Michael Bridges et Anunoby et en plus Josh Hart qui sont des mecs qui peuvent faire un peu un dépassement de fonction en termes de jouer gros, de jouer grand, de protéger le panier, de prendre les switches. Et donc en fait, il y a un peu cet aspect et on a vu une action comme ça où en fait Karl Anthony Towns, il a pas envie d'être impliqué sur un pick and roll, donc qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, il y a un écran et il balance Michael Bridges, il le pousse, tiens vas-y, toi va avec Luke Cornett, moi je reste en bas, je suis pas impliqué dans l'action. Et je pense que ça va être aussi un point clé de cette saison, de comment est-ce qu'on va arriver à chaque fois à sortir en fait Towns de ce match-up et de ce entre guillemets de ce poste 5. En gros, on l'a vu sur 2-3 actions, mais ça reste encore à travailler parce que si tu restes sur un pick and roll et une couverture un peu classique où tu laisses Towns librement jouer poste 5 comme d'habitude, face à des Tatum, face à des SGA, face à plein de porteurs de balles, tu vas te faire punir en fait. Ouais, clairement. Et puis même l'utilisation de Towns en attaque, pour moi, j'ai eu
J'ai eu quelques doutes, mais avant de passer de ce côté-là, un dernier truc sur l'attaque de Boston. J'ai bien aimé certains passages, donc ceux dont on vient de parler. J'ai beaucoup plus de mal avec une des line-up en particulier, qui est Jalen Brown, Jrue Holiday, Sam Hauser ou Pritchard, un des deux, avec Tillman et Al Horford. Le spacing est absolument affreux, et Ouais. c'est Jalen Brown ton porteur de balle là-dedans. Et ils s'en sont bien sortis sur les passages où ils ont joué, parce que rebond offensif et pas mal de shoots très compliqués qui sont rentrés, un peu de shoot making. Mais c'est le genre de line-up où je me dis, je comprends pas vraiment le projet, parce que ça pourrait être du switch all, mais en défense. Mais ils demandent un petit peu à Horford de faire du drop. Encore une fois, cette saison, je comprends pas pourquoi ils insistent là-dessus, parce que ça marche très peu. Et offensivement, en fait, Al Horford, c'est un joueur qui est respecté à 3 points, mais pas d'une manière, pas à 100% entre guillemets. Et t'as Tillman en plus, et t'as Jalen Brown comme porteur de balle. Donc je trouve qu'elle est un peu, cette configuration ne me plaît pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni en attaque, ni en défense. Et je me demande pourquoi on insiste avec ce duo Tillman-Horford. Horford-Cornet, je peux comprendre, même Cornet, Tillman, je peux comprendre, mais les deux ensemble, je trouve ça trop compliqué. Donc ouais, à voir comment ça va évoluer. Et à l'inverse, je trouve que Cornet, comme un seul intérieur, fonctionne plutôt bien. Je suis assez surpris de ses lectures sur short roll et de ses déplacements. À voir ce que ça va donner au fur et à mesure qu'on a des équipes peut-être plus compétitives. Mais c'est plutôt une bonne surprise Cornet. Et Horford-Tillman, l'association, ouais, je suis pas fan du tout. Ouais. Et de l'autre côté, d'ailleurs, il va falloir que Mitchell Robinson revienne vite, pardon. Ouais, Parce que Jericho Sims, c'est c'est un peu chaud quand même. Hein. Je l'avais dans ma All-Star Team il y a 2-3 ans. Mais bon, ça vieillit pas bien, quoi. Il est pas vieux, je veux dire, mais ça se développe pas comme on espérait. On a un mec qui est hyper athlétique, mais ça a du mal à jouer, hein, grosso modo. Mais voilà, la rotation, question de la rotation intérieure. Et alors, de l'autre côté du terrain, qu'est-ce que tu avais à nous dire? Et le nombre de post-up les tirs de Karl Anthony Towns, c'est assez marrant de se faire la compile parce que c'est quasiment tous les mêmes. New York lui a trouvé énormément de situations au post-up à gauche du terrain, du coup. Il a toujours été défendu par des différents joueurs, donc ils y sont tous passés, hein, les joueurs de Boston, Jrue Holiday, Jalen Brown, Cornet et tout. Mais je trouve ça assez statique. Je trouve que le spacing n'est du coup pas très optimisé parce que Boston n'est pas vraiment venu à deux sur ces post-up là, donc tu crées pas tant de différence. Et le truc, c'est qu'en plus, il faisait ça au moment où il y avait Josh Hart sur le terrain, qui du coup, Ouais. lui, était pas respecté par Cornet ou par l'intérieur de Boston qui protège le cercle. Et du coup, t'avais un post-up qui est pas incroyable niveau spacing comme type d'action. Et en plus de ça, t'avais un joueur qui était pas respecté à 3 points, du coup, qui était obligé de cut dans la zone où il y avait déjà un post-up. Et du coup, je sais pas, je trouve que l'utilisation de Josh Hart et de Karl Anthony Towns quand ils étaient tous les deux sur le terrain, au lieu de, au lieu que Karl Anthony Towns annule un petit peu le manque de spacing de Josh Hart, j'ai trouvé que Josh Hart annulait le spacing et l'utilisation de Karl Anthony Towns. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu suspect. Et ensuite, l'utilisation de Bridges, je l'ai trouvé bien meilleur en deuxième mi-temps, où ils l'ont beaucoup plus mis dans des actions et un peu moins statique ou un peu moins en isolation. Et malgré du coup son tir qui est un petit peu, je sais pas, j'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe quand il tente ses 3 points, mais c'est assez perturbant. Mais en tout cas, je trouve qu'ils l'ont bien mieux mis en situation et mis en rythme sur la deuxième mi-temps. Bah, pour le coup, moi j'ai pas mal aimé, en tout cas Towns dans son prisme individuel, on va dire. Je trouve que c'était assez intéressant cet aspect de création, parfois de post-up, etc. C'était pas si mal que ça, mais je te rejoins un peu sur l'aspect de. Ouais, mais il y en a trop eu, je trouve. Bah, oui, mais c'est justement ça, c'est que comme tu dis, du coup on a un manque de spacing avec Josh Hart et en plus si tu rapproches du panier Towns sur des post-up. Mais le truc c'est que bah, ça revient aussi au point central, le point de bascule qu'on avait évoqué pour les Knicks, c'est bah, quid de la création secondaire. Et que à part Bronson, qui d'autre peut créer de l'attaque à plutôt haut volume et en bonne qualité, bah, c'est Towns. Donc forcément, si tu utilises Towns en créateur, ça va être au poste bas, ou alors au poste haut, mais ça on pourra aussi en parler. Mais du coup voilà, il est pas en spacing à 3 points comme on le voudrait, quoi. Donc c'est un peu, il y a un peu cet aspect-là, il va falloir un peu essayer de jouer avec ça. Mais non, moi j'ai pas mal aimé cette première sortie de Towns. Avec, je pense, on peut essayer de faire un peu
en tout cas dans la théorie, faire un peu le pont entre à la fois Randle, un peu cette création de post-up qu'on avait l'an passé, et puis Hartenstein aussi, qui était beaucoup plus passeur de périmètre, plutôt dans le système en 5-out, les dribble and off, etc. Là, on a vu aussi pas mal de systèmes pour Towns utiliser posto, notamment en coin de la raquette, en tête de raquette, Ouais. pour des passeurs, en tant que passeur pour des cuts, etc. Je pense, mine de rien, un peu ce passing de Towns, ça pourrait en partie compenser un peu le manque de liant que tu as perdu avec la perte de Hartenstein, mais non, mais en effet, et puis la question du spacing et du 3 points de Michael Bridges aussi, je pense qu'il faudra surveiller un peu tout ça, mais ok, voilà pour ce match. Tu me dis si tu as d'autres choses à rajouter. Sinon, on peut enchaîner sur lequel on a vu aussi le Phoenix Clippers. Phoenix Clippers, ouais, qui était plus intéressant que j'aurais pensé, qui a eu un peu du mal à démarrer parce que bon, les attaques ont pas très bien fonctionné. Je crois qu'à la mi-temps, il y a un 47-39, quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, ce qui est toujours intéressant à regarder avec les Clippers, surtout cette saison où ils vont faire beaucoup de ça, c'est la défense du pick and roll James Harden-Zubac. Comment les équipes un petit peu appréhendent ce pick and roll parce que du coup, t'as un joueur qui est un peu capable d'avoir du shoot making à 3 points à mi-distance, qui est James Harden, du coup le porteur de balle, mais qui est aussi plutôt bon sur les passes, et du coup c'est un petit peu comment tu gères ça. Et ce qui s'est passé en fait, ils ont réussi à l'annuler assez vite pour les premiers cartons, parce qu'en fait Nurkic a post-up Zubac énormément, du coup Zubac a vite pris de fautes, et en fait au premier carton on a eu peu de pick and roll Zubac-Harden, parce qu'en fait Zubac s'est vite retrouvé sous le banc, mais ce qu'on avait vu c'était que Harden faisait, du coup les Clippers faisaient pas mal de pick and roll avec deux écrans, donc pour faire venir monter Nurkic justement un petit peu et pouvoir l'attaquer. Donc c'était un petit peu ça l'enseignement du début de match, où on a aussi vu que quand Harden n'était pas sur le terrain, l'attaque des Clippers, ça foutait un peu de l'urticaire, parce que du coup c'est Kevin Porter Jr. qui est le porteur de balle principal avec Chris Dunn, et du coup t'as Batum qui joue le connecteur et Kai Jones, donc bon, c'était un peu bizarre. Défensivement, c'est quand même assez intéressant, je trouve, les Clippers en Ouais. termes de potentiel. Il y a Kai Jones qui peut faire du switch all, mais par exemple, tu vois très vite la différence entre un Zubac qui sait défendre sur drop et Kai Jones qui sait pas où se placer s'il est pas collé à son joueur ou collé au ballon. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est intéressant aussi de regarder comment les jeunes joueurs, les jeunes protecteurs de cercle arrivent ou pas, d'ailleurs, à bien bouger et à bien rester présents dans les lignes de drive et dans la protection de cercle. Et Zubac le fait très bien, alors que Kai Jones a beaucoup plus de mal. Et du côté de Phoenix, qu'on a vu en attaque, c'était pas mal de Spain pick and roll ou des pick and roll inversés pour justement un petit peu pouvoir attaquer les peu de points faibles qu'il y a dans la défense des Clippers et attaquer un petit peu aussi le drop, parce que du coup, un Spain pick and roll, tu viens poser un écran sur le joueur qui est en drop et du coup, ça peut un petit peu lui compliquer la vie. Et j'ai trouvé, ouais, pour empêcher un peu de reculer justement, et du coup, bah, tu te retrouves un petit peu dans une situation où t'es en manque de mobilité, tu peux pas vraiment te placer là où t'as envie de te placer. Et j'ai trouvé Booker pas mal un petit peu dans l'approche. Si les Clippers switchaient, Booker allait au drive, et s'il y avait du drop, Booker faisait du pull-up. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant de comment ils l'ont utilisé. Grayson Allen aussi comme poseur d'écran. Enfin voilà, pas mal de pick and roll inversés où c'est pas vraiment les poseurs d'écran habituels que tu retrouves. Pareil sur les Spain pick and roll. Et j'ai trouvé que ouais, sur cette première mi-temps, c'était pas incroyable en termes offensifs. Il y avait des petites idées. Et on a eu pas mal de small ball aussi. Et de small ball versus small ball d'ailleurs, où du coup, il y a ni Zubac, ni Nurkic, ni Kai Jones, ni Plumlee sur le terrain. Et ça joue beaucoup plus en mouvement. Bah, oui, le truc, c'est que cette défense des Clippers, comme déjà dit en preview, mais moi je pense que clairement elle peut être élite parce qu'il y a un peu de tout, quoi. Alors, effectivement, Kai Jones, c'est pas Zubac, mais on est plutôt sur un profil intérieur polyvalent que vraiment intérieur de drop. Mais le personnel défensif est quand même assez admirable, hein, pour le coup, à part, je crois qu'à part Ouais. Harden, t'as que des mecs qui sont largement au-dessus de la moyenne. Alors, pardon, hein, je sais que ça va faire du mal aux fans des Suns, mais le meilleur Dunn défensif sur le terrain, sur ce match-là, c'était pas Ryan, hein, c'était Chris Dunn qui était. Ouais, je suis carrément d'accord. Très Bah ouais. disrupteur dans la défense, ouais. Très long, il a bien gêné, genre Durant et tout, j'ai beaucoup aimé.
Je comprends pas pourquoi personne n'est allé le chercher l'an passé en fin de saison. Pour moi, c'était un mec qui aurait pu aider un contender Ouais. assez clairement. Mais non, mais gros potentiel défensif. On a vu que de partout, en fait, on avait des mecs qui défensivement étaient pas mal du tout côté Clippers. Donc ça, pas trop surpris. Après, c'est vrai que sur ce match-là, j'avoue que j'étais agréablement surpris par les schémas et par la première mi-temps des Suns offensivement. Même si, effectivement, je crois qu'on n'a pas du tout un match offensif au final. Alors, ça se finit à 116 et quelques, mais parce qu'il y a prolongation. Mais je crois qu'au niveau des offensive rating, on est quand même très bas. La production par 100 C'est positions. dégueulasse, ouais. Ouais, 100 et 102 en termes d'offensive rating. Voilà. C'est pas dingue, ouais. C'est pas dingue du tout, mais on peut aussi l'expliquer avec beaucoup de turnovers apparemment. 20% quasiment de turnovers de chaque côté. Donc un ballon sur 5 de ce match-là, une position sur 5, il y avait une paire de balles. Donc effectivement, si tu peux pas tirer parce qu'il y a une paire de balles, ça, c'est quand même moins bien. Mais non, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, mais beaucoup moins la deuxième en fait. Et je trouvais que la première mi-temps, on avait... voilà, tu sais, l'écolier qui arrive, la trousse, elle est neuve, les cahiers sont impec, Oui. les stylos, tu vois, on déroulait pas mal de très bons sets, que ce soit, t'en as parlé un peu, mais par exemple des pick and roll entre petits, Ty Jones, Bradley Beal, des trucs comme ça dans un sens, puis dans l'autre, ou Booker, Bradley Beal. Donc ça, c'était pas mal. J'ai trouvé aussi qu'il y avait pas plus de rythme dans cette attaque, mais ça, on pouvait s'y attendre avec l'arrivée de Budenholzer. Tu vois, un premier système du match où on sent que t'as une action, elle marche pas, on renverse sur une autre, elle marche pas, on renverse sur une autre. Voilà, tout est scripté en fait et tout est bien exécuté. Et puis, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect aussi d'insister sur on peut pas appeler ça la transition, peut-être sur la semi-transition et sur un peu tout ce qui est early offense. Et je trouve que là-dessus, Budenholzer a mis en place des trucs où, tu vois, par exemple, le fameux, ce que fait OKC là depuis l'an dernier avec Chet Holmgren, le fameux, il y a un porteur de balle qui remonte la balle sur une aile et sur l'autre aile, il y a donc par exemple SGA remonte la balle aile droite, aile gauche en semi-transition, on a Jalen Williams qui va poser un écran pour notre ami Chet Holmgren, tu vois par exemple. Donc on a un truc comme ça. Et ça, j'ai retrouvé ce même système avec Kevin Durant. Donc ça remonte la balle d'un côté et puis t'as quelqu'un qui va poser un écran pour Kevin Durant, le poste 4 entre guillemets, qui va shooter sur l'aile en semi-transition avant que la défense se mette totalement en place. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce genre de petit système, comme dit, pas que de jeu posé, mais aussi parfois d'accélérer le rythme et de mettre en place des petites actions, d'enchaîner dans le flow du jeu. Après, c'est vrai que deuxième mi-temps, j'ai quand même été largement plus déçu parce que j'avais l'impression de retomber un peu dans les travers des Suns, un peu d'habitude de beaucoup de tirs à mi-distance, beaucoup de tirs compliqués et finalement un régime de tir un peu d'habitude, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai noté, troisième carton, j'ai noté la bataille du pin-down, Norman Powell pin-down contre Kevin Durant pin-down. Mais c'est vrai que ça a été un peu plus... déjà, ils ont utilisé beaucoup le mid-range pour battre le drop, entre guillemets, mais je sais pas si c'était forcément la meilleure des approches. Ils se sont fait un peu bouffer parce que pour le coup, Harden a eu beaucoup de shoot-making, lui, de son côté. C'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de mi-distance dans ce troisième quart-temps et pas mal aussi de batailles au post-up entre Nurkic et Zubac. C'était beaucoup plus statique. Il y avait un peu, il ressemblait un peu à la deuxième mi-temps ressemble plus à un match des années 2010, quoi. Il y avait un peu moins de mouvement et j'ai trouvé par contre KD beaucoup bousculé offensivement, donc ils sont vraiment montés très haut pour le gêner sur ses positions. Amir Coffey, je trouve, a fait un bon travail. Jones aussi, Chris Dunn aussi, pour vraiment essayer de le sortir le plus possible de ses positions. Et c'est là où je trouve que Bill a eu un gros impact. C'était Booker a pris 6 fautes. KD avait pas mal de mal offensivement à trouver ses spots et en plus elle s'est beaucoup donné défensivement parce que du coup c'est KD sur Harden en fin de match et Harden essaye d'obtenir les switches pour se débarrasser de KD, donc Harden a vraiment lui envie d'attaquer Tyus Jones le plus possible et KD est plutôt avec sa longueur arrive bien à gêner Harden qui du coup est un peu en manque d'explosivité et j'ai trouvé que Bill son profil avait énormément de sens du coup sur cette fin de match parce que du coup il a pu faire du 3 points en catch and shoot, faire du drive, être un peu le porteur de balle sur du pick and roll aussi, pendant que Harden et KD commençaient à être un peu KO et que Booker était sur le banc. Donc j'ai trouvé que tactiquement c'était un peu moins intéressant, mais j'ai pu mieux capter la valeur de Bill dans ce groupe-là sur cette fin de match justement où les deux autres stars, une était dehors et une était trop impliqués défensivement pour bien briller offensivement et en plus offensivement ils sont vraiment les Clippers sont allés chercher KD loin pour l'empêcher et d'ailleurs il y a aussi Terrence Mann qui a pris 6 fautes, il y a Zubac je crois qui a pris 6 fautes, on a eu quand même pas mal de joueurs qui ont été exclus parce que ça a été très agressif en fait sur les porteurs de balles ou pour empêcher les porteurs de balles de récupérer le ballon là où ils avaient envie de l'avoir.
Ouais, et puis on a eu aussi le Brook Lopez des Suns, c'est-à-dire Nurkic qui a tenté 2-3 3 Oh, points. les corners à 3 points là. Ouais. un peu pareil, un Bud qui arrive à Milwaukee qui fait shooter à 3 points un Brook Lopez, avant c'était pas le cas. Bon, je suis pas sûr qu'on ait le même succès, mais on verra Non, si ça peut on un essaye. tout petit peu arriver, on verra bien. On essaye. Mais non, après l'autre histoire de ce match-là, pour moi c'est Harden face au drop. Et c'est le fait que, bah ouais, c'est là que tu vois que le mec vieillit, que tout le monde, malheureusement, nous sommes tous mortels. Et que, enfin, moi, ça me fait halluciner parce que, en fait, Harden, tu vois, tout le monde retient les step back à 3 points, etc. avec lui, l'isolation. Mais en fait, c'était un des ou le meilleur driver de NBA à égalité avec LeBron, hein, à l'époque, en termes de capacité à faire des drives, etc., etc. Et c'est même à ce point, il était tellement dangereux sur des drives, notamment face à des drops. Donc le drop, c'est quand tu restes bas par rapport au niveau de l'écran. Donc en sortie de l'écran, il y avait un peu d'espace, il pouvait débouler dans la raquette, agressivement aller au lay-up pour aller chercher des fautes. Et le truc, c'est que aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Il a plus ce jus-là, on le sait, depuis 2-3 ans. Mais voilà, ça m'a fait rire, je sais pas, mais en tout cas, j'ai noté que bah non, en fait, on n'a plus du tout le même joueur qu'avant, parce qu'avant, on a été obligé, tu te rends compte, de passer à des schémas en switch-all, parce que tellement, voilà, donc la fameuse saison des Rockets où ils font l'isolation à outrance, c'est pourquoi? Parce que tout le monde switch contre Harden, parce qu'on veut pas lui laisser ce temps d'avance sur un pick and roll. C'est aussi ça le truc à la base. On veut pas non plus que le mec en drop soit un contre deux contre Harden qui déboule dans la raquette et Capella dans le dos pour la menace de alley-oop. Et donc on s'est mis à arrêter de faire des drops et des couvertures traditionnelles, d'où le switch et donc d'où l'isolation. Mais là, voilà, là, ce match-là, tu vois que, ok, il a un impact, mais bah non, le drop, il est plus capable de le punir, et donc, en fait, il fait ce qu'il peut pour soit aller au panier, soit libérer une passe, pocket pass en fin de drop, en fin de drive, quoi, grosso modo. Mais voilà, il est mortel. Aujourd'hui, Harden n'est plus un mec qui peut tuer les drops, et on a vu que les Suns s'en sont quand même pas si mal que ça sorti avec cette défense face à Harden. Mais bon, rien de nouveau. On sait que sur les mauvais matchs, déjà à l'époque des Sixers, il y a 1 ou 2 ans, on voyait que c'était déjà un peu le cas. Je crois que c'est contre Boston, non, où il y a des matchs où il a plus du tout le jus et ça marche pas trop, mais voilà. Harden n'est plus Harden, même si on le savait. Ouais, c'est un peu ça. Bah, il lui reste le pull-up à mi-distance, mais du coup, c'est pas très efficace, quoi. Donc, bon, ça peut fonctionner sur une fin de match. Mais d'ailleurs, je crois que la dernière minute du 4e quart-temps, c'est marrant parce que t'as un pull-up à mid-range d'Harden pour passer à +2, et ensuite, c'est KD qui fait un turnaround fadeaway pour égaliser. Donc voilà, c'était vraiment genre les tirs de star un petit peu à l'ancienne pour cette fin de match, mais tu peux pas trop te baser là-dessus pour tout un match entre guillemets, quoi. Bon, après, on va pas le détailler ici sans les images, mais Tyronn Lue, en termes de play calling, quand même pas mal de très très bon système pour libérer. Alors, le fameux alley-oop de Derrick Jones Jr., donc ça, c'est le système qui a fait beaucoup de bruit, mais sinon, tu as juste des positions très profondes au poste bas. Par exemple, pour Zubac, genre, il est poseur d'écran, et puis d'un coup, il se retourne, et en fait, l'écran, le système est pour lui. Après sa pose d'écran, il devient un joueur de post-up en ayant une position très profonde au poste bas, ce genre de petits trucs et astuces. Terrence Mann aussi. Je pense que c'est peut-être celui-là que tu parles. Je crois que c'est le premier round set de la deuxième mi-temps, où en fait tu penses qu'il va y avoir une zoom action pour Powell, et en fait non, ils vont envoyer la balle à Terrence Mann qui a récupéré Tyus Jones sur son dos et qui est venu se mettre sous le panier, et du coup en fait la défense des Suns se fait prendre un peu de vitesse, et c'est Zubac qui se retrouve tout seul au cercle. Ouais. Donc il y a pas mal de play calls qui sont intéressants. J'ai jamais trop les noms en tête, mais tu sens qu'il y a vraiment une volonté de piéger, en tout cas un petit peu du côté de Tyronn Lue. C'est marrant. Certains sur Twitter disaient Tyronn Lue est le meilleur coach de NBA tant qu'il n'y a pas 5 minutes restantes à l'horloge. Je trouve ça un peu sévère parce qu'il y a aussi un aspect de voilà, on a vraiment affaire à un effectif défensif et qui a fait un match défensif contre une équipe qui, à mon avis, peut être une attaque d'élite. Ils ont bien, tu vois, on parlait de la bonne première mi-temps, mais finalement ils ont bien réussi à les faire relayer dans leur travers de profil de tir, parce que tu vois, on a parlé de l'offensive rating des Suns qui était pas bon du tout, hein, au niveau des en termes de 102 points par 100 en possession, donc c'est pas bon du tout. Mais en fait, tu regardes encore une fois, ils sont à 40% à 3 points. Donc c'est pas comme si ils avaient un trou d'air un peu aléatoire au niveau de la réussite. Non, c'est juste que ils ont pris c'est leur profil de tir toujours un peu pareil, pas beaucoup de tirs au panier, pas non plus des tonnes. Alors c'est pas mal de lancers francs, mais pas de rebonds offensifs, mais des turnovers. Bref, un peu les Suns d'habitude. J'espère qu'on verra d'autres et un peu plus, un peu mieux. Je crois que tu as vu dans la nuit de jeudi à vendredi le fameux double header. Tu as choisi de regarder les Spurs contre les Mavericks. Alors, où en est mon over-under de Wemby MVP 2025, Azad? Dis-nous tout. C'est mal parti, hein.
Ouais, c'est mal parti. Franchement, le match de Wembanyama est assez mauvais, hein. Je vais parler de Wembanyama, après je parlerai du reste du match. Mais ce que j'ai noté un petit peu sur lui, pour ceux que ça intéresse, c'est déjà la défense de drop. Je trouve qu'il a encore du mal à savoir où se placer. Et je trouve qu'il s'est, ça, les Dallas, on a bien profité en fait de son manque de discernement, à savoir où bien se placer au drop et son manque un petit peu de fondamentaux. Déjà défensivement, je trouve qu'il s'est pas mal fait croquer un peu là-dessus, alors que sur du switch, ça s'est un peu mieux passé. Donc je pense que c'est un peu comme on disait sur Kai Jones par exemple, c'est assez typique des joueurs qui manquent peut-être un peu de fondamentaux, de bien savoir se placer sur du drop et des choses comme ça. Donc peut-être un peu de boulot à faire là-dessus. Et après, offensivement, en fait, il a été mis pas mal en difficulté parce que ce qu'ils ont fait, déjà, en fait, Sohan était sur le terrain. Du coup, Gafford était en roamer sur lui, donc il ignorait Sohan quand il était sur le terrain. Et ce qui se passait, c'est que du coup, Wemby avait un joueur plus dynamique sur lui en défense. Il essayait d'obtenir des mismatchs et dès qu'il se rapprochait du cercle, Gafford venait du coup switcher et récupérer la match-up de Wemby. Donc Dallas a super bien défendu Wembanyama. Wembanyama va commencer à être défendu comme une star parce que maintenant il y a un an de scouting pour savoir comment le défendre. Et du coup, au final, il a pas vraiment eu de bonne opportunité au cercle. Il y a des fois où il a tenté de driver, mais il se retrouvait coincé au milieu de trois joueurs. Le spacing des Spurs est vraiment pas très bon. Et du coup, il a pris la tendance un petit peu du coup de prendre des pull-ups à 3 points et des catch and shoot à 3 points. Fini à 1 sur 8. Du coup, ça fait un match un peu pas terrible où du coup, il est quand même à 35% d'usage, mais il est à 0,8 points par tir tenté. Donc voilà, c'est pas 0,8 points par tir tenté pour ceux qui n'ont pas de référence, c'est pas terrible entre guillemets, voilà, pour résumer. Mais il est pas aidé par le spacing des Spurs, mais il est pas franchement aidé par non plus son decision making. Et puis voilà, je trouve que défensivement, c'était pas incroyable et il a été pas mal attaqué sur du drop. En plus, face à deux intérieurs qui, eux, ont fait un très bon match, que ce soit Gafford ou Lively, que j'ai trouvé utilisés de manière assez différente. En tout cas, j'ai trouvé que Lively et Gafford ressemblaient de moins en moins à un copier-coller une fois qu'ils sortaient et qu'ils rentraient. Et Lively avait beaucoup plus de high post offense, alors que Gafford, du coup, est plus resté dans son rôle habituel. Donc là-dessus, je trouve qu'ils ont ajouté un petit peu de variété en attaque Dallas. Et ils ont réussi aussi à offrir un petit peu des bons tirs à Klay Thompson, qui a d'abord été hyper actif en défense, pas mal actif au rebond offensif, et puis il apporte un vrai spacing. Et pour lui offrir un peu des bons tirs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enchaîné un petit peu des Spain pick and roll, des ghost screen pour mettre Klay Thompson dans les meilleures positions, ou alors ils le faisaient partir du corner dans des zoom action ou avec des pin down action. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne variété d'attaques chez Dallas qui était un peu moins scriptée ou un peu moins la même qu'on avait vu pendant les finales. Donc j'ai trouvé ça plutôt bon et des bons passages aussi de Najee Marshall qui fait du drive and kick, qui peut porter la balle, qui a fait pas mal de cuts, qui a même fait un pick and roll inversé avec Kyrie comme poseur d'écran. Donc les recrues de Dallas ont été plutôt bien utilisées et ça m'a donné envie de continuer à regarder Dallas. Je pensais pas, mais ouais, je suis quand même bien dedans. Et j'ai même vu Lucas comme poseur d'écran sur une action où c'est Gafford qui est en high post offense depuis la ligne à 3 points. Et en fait, Lucas pose un down screen pour Quentin Graham sur l'aile. Et en fait, ça prend complètement de vitesse la défense des Spurs qui se retrouve à pas protéger le cercle. Et c'est Gafford qui envoie une passe depuis la ligne à 3 points pour Grimes. Donc pas mal de bonnes actions et pas mal de bons play calls pour Klay Thompson et Doncic au début de quatrième quart-temps. Ça tue le match avec un 12-0, avec un 15-2. Et avec ça, Dallas prend 20 points d'avance. Donc un match assez intéressant tactiquement du côté de Dallas et assez pauvre en termes de spacing du côté des Spurs. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le truc avec Dallas, c'est que paradoxalement, c'était pas une équipe qui avait tant que ça de spacing, hein, pour le coup, et même en Non. playoff, on a vu que le seul vrai bon spacer pour Doncic, c'était Irving.
Donc d'où aussi, tu vois, pour ça que Jaden Hardy commence un peu à émerger dans la série contre OKC, c'est parce que il nous faut bien un mec qu'on mette à une passe près de l'action, qui représente un peu une menace de shoot, plus parfois un peu de pick and roll pour un peu de création. Mais voilà, paradoxalement, c'est une équipe qui allait assez loin, même très loin jusqu'en finale NBA, mais aussi parce qu'il y a un peu une surréussite parfois de Jones ou de Gafford, pas Gafford, de Washington, pardon. DJ Washington, ouais. Voilà, mais c'est vrai qu'en fait, là où j'aime bien ce coup, c'est que théoriquement, si Klay Thompson ça marche, tu peux au moins avoir deux shooters de très grande qualité qui soit peuvent empêcher que les aides se fassent, soit sinon les punir si les aides viennent tout de même autour de Doncic. Donc j'aime bien un peu l'idée, et je vois qu'il a été, moi j'ai pas vu le match, hein, pour te dire, mais je vois qu'il est titulaire du coup pour l'instant avec à la fois Doncic et la fois Irving, et donc Klay Thompson titulaire. Et oui, qu'est-ce que j'allais dire aussi, Grimes, Quentin Grimes, il fait 14 minutes, 15 minutes à peine. Qu'est-ce qu'un rôle de Joker, pas plus alors? Pour l'instant, ouais, je pense qu'ils ont un peu testé lui et Najee Marshall et Jaden Hardy. Et le truc, c'est que Jaden Hardy, ils l'ont trouvé dans des bonnes situations de catch and shoot à chaque fois, il les a mis. Grimes, ils l'ont utilisé un peu plus sur des cuts et ils l'ont trouvé qu'une fois. Donc voilà, je pense que ça va être un peu à eux aussi de voir un petit peu comment ils trouvent leur rôle et un peu aussi peut-être à Najee Marshall et Grimes de faire leur beurre défensivement comparé à Jaden Hardy. Un peu, on a vu un peu de Kleber aussi, qui est toujours aussi impressionnant défensivement. Donc non, en fait, l'équipe de Dallas je trouve, a peut-être moins de défauts structurels que la saison dernière et a de quoi un petit peu aussi tenter différentes line-up. J'ai beaucoup aimé celle avec Kyrie et Derek Lively, entouré de Najee Marshall, Kleber et Grimes par exemple, ou Hardy, où il y avait mi-spacing, différents porteurs de balles, des pick and roll inversés, Lively en high post offense. C'est plutôt cool. J'ai bien aimé, ouais. Et je vois aussi que Dwight Powell a joué 1 minute dans ce match-là, ce qui veut donc dire que Dwight Powell a joué sa 10e saison consécutive, au moins 1 minute pour les Dallas Mavericks, puisqu'il est arrivé dans le trade de Rondo à la base en tant que rookie. Mais je crois que ça doit être un des mecs avec la plus grande longévité, non? Un mec dans une franchise, je veux dire, en NBA actuellement, parce que 10 ans, il doit y avoir quoi? Stephen Curry peut-être, qui a fait plus. De tête, tu vois, je ne saurais pas te dire qui a passé Je plus. sais pas. Je sais que Jaylen Brown, c'est sa 9e saison aux Celtics. Ouais, non, mais c'est après Jaylen Brown, draft 2016. Lui, il y est depuis, je te dis, 2015, 2014-2015. 2015, Dwight Powell, ouais. qui c'est qui aurait fait plus dans la même franchise? Il doit y avoir. Non, même Jokic est arrivé après. Tu vois, c'est pas. Ça doit être un des mecs avec le plus de longévité. Mais bref, pardon, excuse-moi pour cette parenthèse. Mais non, alors pour les Spurs, c'est vrai que comme dit, hein, j'ai pas vu le match, mais quand je vois un peu le line-up, je suis un peu déçu de base de ces line-up parce que moi, je pensais que l'intérêt d'avoir Harrison Barnes, c'est de le mettre poste 4 et de profiter un peu de son spacing. C'est un mec qui peut tenir des postes un peu plus gros en tant que ailier, mais ailier un peu costaud, et qui du coup, en tant que poste 4, peut shooter. Donc ça serait un peu l'idée d'avoir plein de spacing pour Wembanyama en isolation, ou alors pour des pick and roll avec Wembanyama en finisseur. Je vois que pour l'instant, Soran est aligné aussi titulaire à côté de Barnes. Alors Soran est aussi pas mal compétent dans certains trucs, mais il peut pas trop shooter. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de la défense, grosso modo, de cet effectif? J'ai trouvé ça a bien tenu en fait les 3 premiers cartons parce qu'ils ont pas trop fait sortir de leur schéma et le drop a pas été trop attaqué alors qu'il était pas forcément bien mis en place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que début du 4e carton, ils sont encore à égalité. Et quand il commence à y avoir du play call pour viser les défauts de l'attaque, c'est évident le manque de communication et le manque de coordination défensive qu'il y a. Parce que du coup, ils se font avoir sur du coup un premier play call où c'est un action high post offense avec un down screen et un cut et il n'y a aucune aide au cercle. Du coup, le truc est complètement libre. Ensuite, on a un Spain pick and roll. Wemby, je sais pas du tout où se placer. Ensuite, il y a 2 pick and roll pour Doncic avec du drop et 2 pull-up à 3 points ou un pull-up à 3 points, un pull-up à 2 points de Doncic ou un drive. Enfin voilà, ils attaquent concrètement exactement ce que les Spurs essayent de faire. Et ensuite, il y a un autre stack action, une sorte de Spain pick and roll où Clay vient même pas faire le deuxième écran sur Wemby et passe juste derrière lui dans son dos et Wemby le regarde même pas et du coup se retrouve seul à 3 points. Donc bon, quand Dallas a vraiment voulu essayer de faire des play calls et attaquer les problèmes défensifs qui sont pour moi le manque de maturité, de communication et une mauvaise exécution du drop, ça a été assez problématique. Puis bon, t'as Chris Paul qui est quand même défensivement un peu les pieds dans le ciment. Je trouve que ouais, la défense m'a pas convaincu du tout. Ouais.
on suivra ça parce qu'il y a quand même pas mal de bons défenseurs, mais Il y pour a que du l'attaque tourne, potentiel, mais ouais, mais pour que l'attaque tourne, faut qu'il y ait Chris Paul aussi. Donc c'est un peu un bah compromis ouais. que tu vas devoir faire, quoi. Donc on verra ça. Je me rends compte que j'ai oublié de noter sur ma fiche, mais il faut que j'en parle. Je crois que t'as pas vu, hein, toi, le Minnesota contre Lakers. T'as pas suivi ça, la Non. première masterclass de JJ Redick. Non, je suis ironique, mais non, très bon premier match de la part des Lakers. J'ai trouvé alors un aspect de l'attaque avec oui, ok, il y a des nouveaux systèmes. Il y a dans les temps morts, il dit pas salut. Apparemment, ça fait beaucoup rire les fans des Lakers que Darwin Ham disait salut dans les temps morts. Bref, mais non, blague à part. Bon, il y a des nouveaux sets, mais il n'y a pas non plus, tu vois, c'est pas non plus révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait vu. Tu vois, tout ce qui est zoom action, un écran, un dribble and off, ça, Darwin Ham l'a fait beaucoup dans la série de playoffs contre Denver. Mais ce que j'aime bien, c'est le rythme qui est mis. C'est vrai que ça, c'est aussi un aspect où je trouve que, je sais pas si c'est un début de saison, je sais pas si c'est juste voilà, le côté tout est neuf, etc. Mais il y a un aspect de rythme qui est mis dans l'attaque qui est pas mal, que j'aime pas mal. Donc ça, c'était pas mal. Mais je vais arrêter de dire pas mal. Non, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, et là où je trouve que c'était plus, entre guillemets, plus révolutionnaire en tout cas, et plus de changements, c'est surtout en défense en fait. Plus qu'en attaque, et plus que l'attaque de Redick comparé à Darwin Ham, c'est surtout la défense où en fait, on a vu des schémas extrêmement agressifs défensivement qui en fait n'hésitent pas du tout à abandonner des shooters pour venir protéger la raquette. Et tu vois un peu les systèmes que Thibodeau fait au Knicks, c'est-à-dire extrêmement agressif avec le mec dans le corner opposé. Mais toujours, il faut toujours que tu aies un mec qui vienne depuis le corner opposé pour zoner, pour surcharger le terrain. Et je trouve qu'en fait, ils ont parfaitement exécuté ça. Et ça, c'est un niveau d'agressivité défensive qu'on n'avait pas trop vu l'an passé, ou en tout cas sous Darwin Ham. Et là, cette année, en tout cas sur ce premier match, j'ai trouvé que ouais, il y avait beaucoup de schémas très, très proactifs en fait pour boucher le terrain. Tu vois, il y a des fois où bon, il y a tout un jeu entre Anthony Edwards et Anthony Davis autour du pick and roll, où au début Davis monte assez haut sur les écrans pour pas le laisser libre. Donc qu'est-ce que fait Edwards? Il s'ajuste et il commence à couper dans le dos, fendre le pick and roll en deux, aller attaquer le edge à l'inverse, quoi. Grosso modo, quand le edge monte, lui il va descendre, ou alors des pocket passes, des passes par dessus. Ensuite, ajustement de la part des Lakers qui se mettent à switcher, donc ça marche pas. Lui il va ensuite attaquer les switches plus tôt. Enfin, bref, tout un jeu comme ça entre les deux finalement qui est tombé à l'avantage de Davis, d'Anthony Davis. Mais pourquoi? Parce que quand il y avait switch, il y avait aussi un mec derrière qui venait aider, quoi. Donc franchement, si on décortique le match défensif des Lakers, vous allez voir que quasiment à chaque possession, en fait, il y a un mec en plus dans la raquette, il y a un mec qui vient depuis le corner opposé. Donc ça, je suis assez curieux de voir, est-ce que c'était vraiment un aspect de juste les Wolves n'ont pas un spacing parfait, donc on peut se permettre ça, ou est-ce que c'est vraiment un aspect de voilà, défensivement, on veut faire des schémas comme ça parce que on sait que c'est un peu ça la priorité, c'est de protéger le panier, donc on le fait à outrance, on le fait comme les Knicks, on le fait comme les Pelicans, on le fait, voilà, ce genre d'équipe qui mettent des mecs dans la raquette très tôt et de manière assez agressive finalement. Ça, je suis assez curieux de voir à quel point ça va tenir ce genre de schéma défensif. Pour l'instant, ça tient très très bien. Enfin, en tout cas sur un match, mais contre une équipe qui n'avait pas un bon spacing, je veux dire, à suivre sur d'autres équipes. Et puis l'autre aspect, sur l'attaque par contre, c'est le jeu des possessions. Et là encore, je me demande à quel point est-ce qu'on va être là-dedans ou pas. Parce que je crois que si on regarde les stats sur le match, c'est pas non plus si choquant que ça à la fin. Mais il y a pas mal de séquences où en fait, les Lakers s'en sortent avec des points sur les fameuses deuxième chance, deuxième opportunité, mais parce que ça attaque le rebond offensif de manière extrêmement agressive. Donc là encore, ce n'est qu'un match, donc ça ne veut rien dire, on suivra. Mais tu vois, par exemple, je me souviens qu'on en avait parlé dès la semaine numéro 1, et après un seul match, les Suns l'an dernier contre les Warriors. Et en effet, les Suns avaient été une équipe qui était élite, qui jouait ce jeu des possessions, d'attaquer à beaucoup le rebond offensif. Donc j'ai hâte de suivre ça pour Redick et les Lakers, de à quel point est-ce qu'on peut pas aussi avoir ce genre de schéma où, en attaque, hein, je veux dire, où t'envoies 2, 3, 4 mecs rebond offensif pour essayer d'avoir ces points en plus, quoi. En fait, c'est une espèce de contre-pressing, tu sais, parce qu'on dit souvent, quand tu vas au rebond, tu peux pas faire le repli défensif, mais en fait, non. Il y a un aspect dissuasion de justement, l'adversaire peut pas se projeter en contre-attaque parce qu'il doit venir défendre le rebond. Donc c'est le gain pressing de NBA. Tu t'attaques le rebond exprès pour mettre la pression dès que t'as perdu la balle, grosso modo. Mais voilà, pour les Lakers, je sais pas si t'as un truc à rajouter sur ce coach excellentissime, Redick. Mais j'ai même pas vu un extrait du match. Vraiment, là, je serais nul. Ah, le seul truc que je peux dire, c'est que, apparemment, offensivement, c'est pas mal tourné autour de Davis. Et ce serait cool d'avoir une grosse saison de Davis en termes de responsabilité. Donc, voilà, je hâte de les regarder jouer, mais j'avoue que ce match-là, j'ai pas eu le temps. C'est parce qu'en fait, ça prend du temps de regarder les matchs, pour le coup. Et du coup, là, celui-là, j'ai pas pu le faire. C'est vrai que je peux le rajouter aussi, ça. Il y a un aspect qu'on a vu avec Davis qui était des pick and roll inversés, qu'on a vu beaucoup plus qu'avant. On n'a jamais Ok. vraiment vu ça, Davis faire des pick and roll inversés. Là, on a vu
4, 5, 6 dans le match. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on l'ait pas trop vu pour l'instant parce que c'est parmi les intérieurs un des mecs le niveau de skill set de périmètre le plus avancé, peut-être, je pense, en termes de pull-up, en termes de dribble. Donc c'est vrai que venir enfin déverrouiller ça, ce serait pas mal, quoi. Tu vois, on a vu des piquets dans l'inversé avec Austin Reeves en tête de raquette. Donc ça, le côté, lui, porteur de balle, j'ai hâte de voir, même si, bon, il y a pas forcément le pull-up pour punir quand ça passe sous l'écran, mais à suivre. Et non, et l'autre aspect, c'est aussi la zone du terrain où il opère. Et tu vois, un peu comme Embiid. Embiid, à partir de 2021, quand Daryl Morey est arrivé, ils l'ont plus utilisé seulement en joueur de poste bas, ils l'ont aussi placé en tête de raquette, top of the key en tête de raquette, en fait, pour le mettre face au jeu. Et c'est depuis que Embiid est excellentissime, parce que le pull-up face au jeu, les drives face au jeu, le passing, il est un peu plus au centre du terrain, donc c'est un peu plus ouvert, etc., etc. Et pareil, hein, Davis qui a été un peu plus utilisé comme ça en tête de raquette, top of the key. J'ai hâte de suivre parce que là encore, hein, s'il y a bien un mec qui a un peu parmi les bigs le skill set pour faire ça et pour être face au jeu, non pas face au jeu en post-up un peu sur le côté, mais face au jeu en plein centre du terrain. Voilà, Davis, c'était un peu les deux trucs à suivre là-dessus, c'est le piqué dans l'inversé depuis plus loin ou alors depuis la tête de raquette et puis tout simplement évoluer un peu plus face au jeu, au cœur du jeu. J'ai hâte de suivre cet aspect-là, mais voilà pour ce match Lakers contre Timberwolves. Je te ferai pas parler des Timberwolves si tu les as pas vus. Mais je crois que c'est à peu près tout. Si, moi j'avais jeté un œil aussi à Denver OKC, victoire de OKC. Alors, bon, ça dit quoi le spacing? C'est pas top, hein. C'est pas top, c'est pas toujours top. L'offensive rating, oh bâtard. J'ai même pas vu les chiffres à la fin de ce match-là. 106 à 92 d'offensive rating, Maramé. Oh, 92 pour Denver, c'est ça? Ouais, oh là là, 50% au cercle, ils sont à 23 sur 46 au cercle Denver, mais quelle horreur. Oh là là. Ouais. Non, mais alors, au niveau de l'attaque, ils ont essayé un peu de jouer en transition, en semi-transition, un peu de faire des sets très tôt pour éviter que la défense du Thunder se mette en place. Donc ça, parfois ça a marché. J'ai vu qu'ils ont aussi pas mal tenté de cibler un peu Williams, qui pourtant est pas si faible que ça, tu vois, en termes de physique, mais il y a un peu ce côté, on lance des systèmes pour Aaron Gordon contre Jalen Williams. C'est peut-être pour le mettre en problème de faute. Bon, ça a un peu marché, mais pas non plus des tonnes hein, pour le coup, parce que voilà, il est quand même assez costaud, donc face à Aaron Gordon, ça a un peu tenu. Mais non, ce que je voulais dire, c'est défensivement. Je trouve que défensivement, Denver teste de plus en plus ce qu'on appelle la next defense, donc un peu des piles switch. Je m'explique, c'est-à-dire que, imagine, tu as un joueur A qui se fait dépasser sur drive, le joueur A va pas non plus tenter de revenir sur le défenseur, le joueur A, tu as un joueur B qui va coulisser depuis l'aile sur le driver, et puis le joueur A, plutôt que de revenir sur le driver qui l'a dépassé, hop, je reviens sur le shooter qui a été abandonné par le joueur B. Tu vois un peu l'idée, ce concept de next defense, où c'est pas homme à homme, c'est tiens, lui il se fait dépasser, il y a un mec qui vient, qui coulisse devant, et toi qui t'es fait dépasser, tu revas sur l'attaquant que moi j'ai abandonné pour venir aider à ta place. Voilà, ce genre de concept. Et là encore, on va pas le détailler parce qu'on n'a pas la vidéo, mais il y a pas mal de fois on a vu ce genre de switch, de pile switch, de switch off-ball, de next defense, et c'est assez intéressant, notamment vis-à-vis de la question du match-up, du pivot avec Jokic, parce qu'on sait que voilà, Jokic n'est pas non plus un top pivot défensif, évidemment, donc quand il veut être mis dans l'espace, ou alors quand il est attaqué dans l'espace, j'ai trouvé que, voilà, tu vois, il y a un niveau de switch, un niveau de polyvalence schématique que j'avais pas l'habitude de voir, et là, sur la première mi-temps, j'en ai eu beaucoup de ce genre de switch un peu dynamique, de next defense, donc ça c'est intéressant. Et puis de l'autre côté, juste pour noter aussi à quel point est-ce qu'on va avoir un peu Lou Dort qui va se réinventer un jour Holiday. Je l'explique. Tu sais, Budenholzer à l'époque avec Holiday, on a vu un peu la révolution de Holiday qui se met dans le dunker spot. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un gros autour du panier dans le dunker spot, on avait mis Jrue Holiday et ça servait à plein de choses. Alors ça pouvait aussi paraître contre-intuitif parce qu'on se disait mais pour que Giannis aille au panier, il faut qu'il ait un spacing maximum, donc il faut que tout le monde soit à 3 points. Et en fait non, Bud avait mis un peu Jrue Holiday dans ce dunker spot sous le panier. Pourquoi ? Parce que finalement, parfois less is more, tu vois. Less spacing is more spacing, mais surtout dans le sens où si Giannis drive et qu'il y a une aide qui vient sur lui, ok, l'aide elle peut venir parce que si t'es un attaquant qui est juste à côté, qui est un attaquant qui est sous le panier, il y a le défenseur aussi, donc ok, l'aide peut venir au panier, mais ça fait aussi une option de passe qui est plus courte et plus facile pour le mec qui drive. Et je parle de ça, mais toi tu le sais, on l'a vu aussi beaucoup en finale, ce fameux les petites Boston qui se mettaient dans le dunker spot. Et je parle de ça parce que j'ai vu Lou Dort et qui a été utilisé pas mal comme ça par OKC dans ce rôle un peu du petit dans le dunker spot. Alors moi ça me fait penser à Jrue Holiday à l'époque des Bucks, mais comme dit Boston le fait aussi pas mal. Et je pense que c'est une utilisation qui est pas si mal que ça de la part de Mark Daniel, parce que
premièrement, on a un Lou Dort qui est pas top shooter non plus, on le sait, hein, il a fait une bonne saison à 3 points, mais c'est pas la folie en termes de respectabilité, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. En plus, c'est un bon finisseur autour du panier avec sa puissance enfin, bon finisseur. C'est pas Kata, en tout cas, il est assez puissant, donc un peu sur des catch and finish ou des trucs comme ça où ça va un peu le secouer. Il est costaud, il peut un peu encaisser les chocs, il l'a fait d'ailleurs, et je crois qu'il a mis 1 ou 2 end-one. Et puis en plus, OKC, c'est une attaque qui est basée sur le drive. Donc au final, tu vois, quand tu fais des drives et que tu vas faire arriver, lancer un SGA ou un Jalen Williams, bah ok, idéalement, dans la théorie, tu pourrais te dire il y a besoin d'un spacing maximum, mais en fait, au final, pourquoi pas aussi mettre un mec sous le panier, comme ça, quand le défenseur du mec sous le panier vient aider, bah, le drive de SGA ou le drive de Jalen Williams peut aussi se finir par juste une passe sous le panier, quoi. On a vu, hein, encore une fois, Boston en finale a fait ça et ça a bien marché, donc voilà, à suivre ce côté Lou Dort dans le dunker spot, ça m'intrigue pas mal. Et puis gros match de Chet Holmgren, gros match défensif et offensif de Chet Holmgren face à Jokic, mais voilà, on reparlera, je pense, de Denver plus tard dans la saison, mais je suis pas convaincu par certains line-up, on va dire. Eh bien, avançons après les matchs de la semaine, notre deuxième rubrique. Passons à la troisième rubrique de l'hebdo tous les lundis. C'est notre partie ouverte. Alors, soit une stat de la semaine, soit un scouting de la semaine, soit un thème libre plus général. Ça peut être de tout, hein. Je crois que l'an passé, par exemple, on avait fait, en fin de saison, on avait fait la draft des contenders, la draft des candidats au titre. Et aucun de nous n'avait Dallas, par exemple, dans le top 10, hein, je crois, dans cette draft-là. Donc voilà, c'est le Basket Lab. Non, début de saison, on s'est dit, on n'a pas de stats, évidemment, on n'a pas de scouting, on n'a personne qu'on veut présenter. Non, ce qu'on s'est dit, on va peut-être faire une draft des chouchous. Ça peut être équipe chouchou ou joueur chouchou. Est-ce que bah tiens, je peux te donner le premier choix pour cette draft. La draft des chouchous, qui est-ce que tu as envie de voir cette année? Pas forcément qui est le plus fort, qui est le plus intéressant, qui va le plus exploser. Qui est-ce que toi, tu as envie de suivre de manière subjective, comme dit Bill Simmons, ton League Pass ranking pour cette saison? Bah du coup, moi, je pense que j'ai les Hawks tout en haut de mon League Pass ranking. Ouais. Donc les Hawks que t'as pas vu cette semaine, alors c'est ça? Bah j'ai vu, en fait j'ai regardé la première mi-temps, mais vas-y c'est contre Brooklyn, donc genre j'aime bien quand même les matchs compétitifs, et là j'avoue que bon j'étais pas, quand il y a la moitié, enfin c'est intéressant de regarder l'attaque des Hawks, mais du coup c'est difficile de l'évaluer face à Brooklyn, quoi, qui quand même a une bonne défense entre guillemets, mais l'attaque des Nets entre Dennis Schroeder, Cam Thomas, Claxton, Cam Johnson, Ben Simmons. En vrai, c'est trop pour mon petit cœur. Genre, je peux pas, j'ai pas trop le temps à donner à regarder ça. Mais j'ai regardé la première mi-temps, mais j'allais pas en parler du match complet parce que j'ai pas envie de parler d'un truc que j'ai regardé entre guillemets à moitié. Mais il y a déjà des trucs hyper intéressants sur l'utilisation de Trae Young que j'ai vu un peu plus lancer avec des get action ou avec un peu des blind pig. Bien aimé l'utilisation d'Okongu. Je trouve que Dyson Daniels fit bien un petit peu dans le rôle qui lui est donné. J'ai vu Zachary Sachet aussi pas avoir peur de prendre des 3 points en transition. Jalen Johnson faire des belles passes. Enfin bon voilà, c'est vraiment l'équipe que j'ai envie de suivre, qui va être coachée par en plus Quinn Snyder qui va être libéré de Dejounte Murray. Donc non, franchement ça sera une belle équipe à suivre, mais qui aura toujours des problèmes défensifs. Donc en vrai, il y aura toujours des matchs. C'est très League Pass, quoi. C'est très League Pass Atlanta. Est-ce que tu as vu la passe de Trae Young, la passe dans le dos là pour un 3 points de Daniels? Qui rentre pas. Ouais. Ouais, bon, après, on s'en fiche, la passe. Mais oui, j'ai bah, la force qu'il arrive à mettre dans une passe qui part dans le dos, c'est ouf. La vitesse à laquelle elle part, la pression. On en avait parlé dans l'épisode sur les passes. La vitesse d'un ballon, après, une fois qu'il est lancé, après une passe, elle est hyper importante. Elle est cruciale pour, bah, du coup, arriver dans le bon tempo, au bon endroit, avant que la défense puisse se replier. Et c'est hyper difficile d'envoyer un missile quand t'es en déséquilibre, avec un pied au sol, et quand le ballon, il te passe dans le dos, quoi. Et pourtant, lui, il est capable de le faire, en vrai. Donc c'est fort. C'est vraiment, c'est une vraie passe à la Luka Doncic, on peut dire, pour le coup. Mais ça va faire plaisir aux fans des Hawks. Mais non, alors blague à part,
Effectivement, les Hawks, j'aime beaucoup aussi. Moi, très simplement, je pense qu'OKC, hein, je vais prendre Ouais. OKC en deuxième, mais j'aime vraiment beaucoup cette équipe, comment elle joue. Pour le coup, en plus, tu vois, il y a pas mal de joueurs qui étaient des jeunes joueurs qui peuvent exploser encore plus. Alors, je parle même pas de tout ce qui est Hartenstein, que j'adore regarder jouer, etc. Mais à quel point Jalen Williams va exploser, à quel point Chet Holmgren va exploser, et surtout, Cason Wallace, j'ai envie de suivre. Ils ont deux trois jeunes aussi, deux, trois jeunes rookies qui ont l'air assez intéressants. Et même Aaron Wiggins, qui nous a fait là, des séquences de création, limite de création pure, en fait, Aaron Wiggins, que moi j'aime beaucoup depuis le tout début. Aaron Wiggins, même à l'époque où l'équipe était nulle, en 2022, je trouvais vraiment intéressant. Et pour le coup, là, il a enfin, tu vois, il fait un step back à 3 points, je crois, contre Denver. Il fait un drive un peu vraiment en création pure, il va jusqu'au panier. Tu vois, déjà, c'est une équipe que j'aime beaucoup, en termes de style de jeu, en termes de tactique, mais en plus, il y a 2-3 jeunes intéressants. Donc, ouais, je pense que OKC va être pas mal en haut de ma liste quand je vais me réveiller le matin, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Mais je pense qu'elle va être en haut de la liste de pas mal de personnes quand même cette année, hein. Moi, je vais prendre Cleveland ensuite. Ah, je me demandais si t'allais prendre ou pas. Ouais, j'aime bien, hein. Puis là, j'ai pas vu le match en entier non plus, mais j'ai vu des extraits contre Toronto. Je pense que Evan Mobley, on est sur la saison All NBA Third Team, là. Ça y est, Ah, hein. Je je te pense l'avais dit ou qu'on je te y l'avais est. pas dit? C'est moi qui l'avais dit. Oh, le scandale. C'est Le pas possible. scandale. Non, franchement, il y a du rythme en fait. Là, vraiment, je pense que Kenny Atkinson a gardé un petit peu des play calls de JB Bickerstaff. On a retrouvé, tu vois, les blind picks qu'on voyait beaucoup avec Garland et Mobley, ces choses-là, mais avec plus de rythme et plus de largeur. Ils attaquaient, les actions commençaient plus haut, enfin, je sais pas, il y a eu plus de mouvement. Et je sais pas, ouais, ça me botte. En fait, j'aime beaucoup tous les joueurs de Cleveland. Je pense que Cleveland, ils sont à un Caris LeVert d'être une équipe avec que des joueurs que j'adore. Ouais. Est-ce qu'il pourrait pas être échangé aussi, éventuellement? Peut-être. Je ne sais On en pas. rêve. Moi, je suis désolé, je vais rester classique, mais je prends les Suns, hein. Moi, j'aime bien les Suns et je suis assez Ouais. fasciné par Bud. Et je te dis, ça n'a pas toujours été bien ce premier match, mais j'ai hâte de voir en fait comment ça peut se développer. Tu vois, parce qu'en comparaison, tu as d'autres équipes, on connaît un peu plus, tu vois. Oui, ouais, c'est bien d'apprécier la défense des Wolves, c'est bien de voir ce genre d'équipe qu'on connaît un peu déjà, mais j'avoue que les Suns, moi, je pense qu'au début de saison, je vais pas mal cliquer sur eux en début d'année pour les Suns, néanmoins. Juste pour l'attaque plutôt, en tout cas. Juste pour Ouais, l'attaque. moi, je comprends. Bah moi, tu vois, j'ai bien envie de voir aussi un peu l'attaque de Golden State, comment elle va évoluer avec Buddy Hield qui est arrivé et Terry Stott aussi, je crois qu'il a été pris dans le coaching staff. Et qui n'a pas été viré, hein. Lui, il n'a pas été viré en début d'année, contrairement à Milwaukee. Et c'est un analyste, je crois qu'il s'appelle Joe Vaire, qui analyse très très bien ce que fait Golden State de manière générale. Et il a pas mal insisté sur les systèmes, les chest action, des choses comme ça, qui ont été un peu testés en pré-saison et qui vient du playbook de Terry Stott à Portland. Donc je pense que ça va être une équipe qui va être plutôt cool à voir évoluer, parce que ça pourrait être un peu différent des Golden State qu'on a connus précédemment, en tout cas, avec peut-être un peu plus de twist. Je t'avoue que j'ai pas vu encore les Warriors, mais alors je crois qu'il doit parler sans doute de la fameuse la mover blooker offense, peut-être. Donc ce qui est la motion offense qu'ils faisaient aux Blazers. En gros, c'était Mhm. il y a une rotation de tout C'est dans un ça, ouais. sens. Par exemple, tu as C'est un ça. mec qui part de tout en haut qui va sur l'aile, un mec sur l'aile C'est qui remonte ça. tout en haut, etc. Et ça tourne un peu comme ça dans le même sens, soit un sens, soit dans l'autre. Et donc c'est pour ça que c'était assez létal à l'époque où voilà, avec deux trois bouts de bois, avec un McCollum qui avait même pas encore explosé et un Lillard qui était loin de son niveau de prime, ils avaient une top 3 attaque de NBA avec cette fameuse mover blocker offense que j'espérais voir au Bucks et qu'on ne voit pas. Donc voilà, si vous avez envie de voir sur YouTube, vous tapez mover, M-O-V-E-R, blocker comme blocker et offense, vous trouverez des trucs là-dessus. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Mais moi, c'est un coach que j'aimais beaucoup, hein, Terry Stotts. Donc tu vois, Ouais. l'an dernier, zéro blague, j'étais très content qu'il arrive au Bucks. Finalement, on a vu qu'il s'était fait virer parce que je pense qu'en termes de management, c'était pas évident. Un mec confirmé avec un jeune qui apparemment c'était compliqué, hein, le coach rookie Adrian Griffin. Mais non, je suis un peu déçu même qu'il n'ait pas eu sa chance, tu vois, en NBA, Terry Stotts. Mais effectivement, ce serait le next level si en plus à la motion offense des Warriors on rajoute la mover blocker offense, ce serait pas mal. Mais ok, donc c'est à moi. Il y a une équipe qui m'intrigue. J'ai pas encore eu le temps de les voir, mais je vois beaucoup de gens qui en parlent. Les Hornets. Est-ce que les Hornets vont pas être intéressants cette année? J'ai tellement
pas confiance en la santé des joueurs. Ah oui, oui, d'accord. Genre... Oui. non, mais on parle sur la saison, tu vois. Mais oui, dans le principe, potentiellement avec Charles Lee qui a l'air d'être un joueur, d'être un coach très orienté mouvement offensif et play calling. Oui, je pense que ça peut être typiquement le genre d'équipe qui va être cool à analyser parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements, d'influence d'un nouveau coach et de joueurs en plus qui sortent un peu du lot. Mais j'ai à mon avis le niveau de jeu et les blessures vont vite rendre ça compliqué à suivre. Ouais, mais tu vois, pour le coup, la Melo Ball, c'est toujours très cool à voir. Grant Williams aussi, que j'aime bien. Oui, J'ai vu deux, trois bouts de match là, contre les Rockets, le premier match. C'était pas mal du tout. Brandon Miller, à quel point est-ce que Brandon Miller peut aussi beaucoup déjà jouer blessé. exploser. Et Treman, je sais pas toi, à quoi ressemble ton algorithme YouTube, Twitter, je veux dire. Mais Treman, moi, ça fait 3 semaines, j'ai des comparaisons genre Treman, c'est Allen Iverson. Je comprends pas trop d'où ça sort, mais, mais ok. Mais voilà, non, les Hornets, ouais, c'est assez fascinant à suivre. Ouais, dans ce genre d'équipe, peut-être qu'il va pas énormément gagner, mais qui va être intéressante à suivre. Je pense que le Jazz, encore une fois, hein. Ouais, ouais. Je pense que ça va être encore une année où je vais essayer de voir un petit peu ce qu'essaye de faire Will Hardy, tout en sachant que le but c'est pas de gagner des matchs, mais ça peut être intéressant à suivre. Surtout que bon, je commence à avoir une bonne base sur le Jazz, donc ça me prendra moins de temps de découvrir un peu les joueurs et le playbook, donc je pourrais peut-être aller un peu plus. Ouais, je sais pas, ça me prendra moins de temps à suivre, mais j'aurais toujours envie de voir un peu qu'est-ce qu'ils essayent de mettre en place. Mais pareil pour Orlando et les Pelicans, tu vois. Je pense que c'est des équipes qui étaient déjà chouchou l'année dernière. Du coup, que je vais garder sous le radar cette saison, mais peut-être que je laisserai un peu de place aux Grizzlies, par exemple, que j'ai moins regardé l'année dernière. Et alors, attends, plus marrant, non pas les chouchous, mais les anti-chouchous, c'est-à-dire des grosses équipes, où il faut les regarder parce que c'est quand même des grosses équipes, c'est intéressant, c'est pertinent pour analyser, etc. Des grosses équipes où tu te dis, ça m'embête un peu, quoi, de les regarder, où t'es pas hyper emballé. Denver, je pense que j'ai pas envie de regarder ce que ça va donner dans ce spacing-là actuel. Ouais. J'ai pas forcément envie de m'infliger ça. Et les Pacers non plus. Bon, c'est pas le genre d'équipe que ouais, j'ai forcément envie de regarder là à l'instant Pacers, T. t'aimes pas? Tu fais pas partie de la hype Pacers, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont sexy, etc. Non mais oui, mais sauf que je les ai déjà vus l'année dernière, je les ai beaucoup vus. Ah, d'accord. Je pense pas que ça va changer énormément de la saison dernière à cette année. Et je les ai pas mal vus l'année dernière, donc j'ai pas forcément besoin de les revoir plus entre guillemets. Ouais, mais il y a une équipe qui m'embête parce que d'habitude c'était un peu mon équipe que je regardais tout le temps. Depuis 3-4 ans, je regardais tout le temps, mais tout le temps. C'est Miami. Mais là dernièrement, j'ai plus trop envie quoi. Mais c'est dommage parce Bah que je ouais. te jure, regarder les matchs tactiques de Spolstra, c'est toujours des trucs hyper intéressants de regarder tactiquement à Spolstra. Mais là, ouais, tu vois, si Butler il prend 8 tirs dans le match comme il a fait au match 1, et comme l'année dernière, quoi, grosso modo, je, Miami, j'ai envie de voir Spolstra, mais j'ai pas envie de voir les mecs sur le terrain, quoi. J'ai pas envie de voir Terry Rozier, j'ai pas envie de voir Butler prendre 5 tirs, j'ai pas envie de Bam Adebayo faire des fadeaway 15 fois par match. Tu vois, une équipe comme ça, ou alors les Sixers quand il y aura pas Embiid, ça va être compliqué à regarder quand même. Les Sixers sans Embiid, ou alors les Bucks. Quel point est-ce que les Bucks vont être agréables à regarder ou pas, les Bucks? Est-ce que les Bucks ont déjà été agréables à regarder? Ah ouais, quand même. Ah ouais, bon moi j'ai jamais été un grand fan, mais là, je Même à pense que l'époque j'étais. Bud et tout ça? Ouais, Yanis, j'ai toujours eu un peu du mal avec le chaos physique que ça entraîne et du coup le décalage organique que ça génère, qui est du coup, je sais pas, j'y vois moins de beauté. Après, je pense que je suis aussi un gros hater parce que j'étais fan des Celtics, quoi, mais bon, j'étais pas forcément aidé par ça. J'aimerais bien voir un peu plus de Lillard, mais bon, c'est sûr que c'est pas les Bucks qui vont me faire cliquer sur un match, quoi. Les Kings, j'espère qu'ils sont pas trop compétitifs, que j'aurai pas trop à les regarder. Parce que Ouais. j'ai pas trop envie de base de regarder les Kings avec la configuration actuelle, mais bref, on peut avancer si tu veux bien. On peut aller vers les questions auditeurs. Questions auditeurs, j'ai un peu oublié d'ailleurs de faire la séquence, mais bref, questions auditeurs, allons là-dessus. Nous avons quelques questions pour cette semaine, mais c'est normal, c'est le début de saison, on n'en a pas trop. Question de Doc Ryder, qui n'est pas une question, qui est un prono, il nous dit prono sur le nombre de minutes jouées par Bronny James, SVP, Azad. Sur toute la saison, Ouais. 82. Ah ouais, non, t'es quand même très bas. Une par match, quoi.
pour les apparitions, pour les spots télé. Une par match, en vrai, en une minute, t'as le temps de faire deux trois séquences sympas. T'en fais une par match, t'as tes spots télé pour l'épisode, pour la saison 2 de Netflix, je sais pas trop quoi, leur série qu'ils ont fait là. Tu penses qu'il y aura une saison 2? Je sais pas, je regarderai pas la 1, donc j'ai pas vu la fin de la 1, donc je peux pas te dire si ça finit sur un cliffhanger, je sais pas. Non, je pense qu'on va être autour des 400-500 quand même. Hein. Ah Je pense. ouais? Hein. Bah franchement, ouais, tu vois, je suis en train de Mais il regarder est par exemple. jouable? Je sais pas s'il est jouable. Je dis, est-ce qu'il va jouer? C'est pas pareil. Bah non, mais c'est compétitif, les Lakers, c'est pas là, genre, c'est pas la kermesse, quoi, genre. Mais alors, du coup, t'as pas vu le match d'ouverture des Lakers, mais toi, tu penses que genre, parce qu'il est rentré en jeu, tu vois, il est rentré en jeu pour le Combien moment de et tout. temps? Tu penses que c'était que pour le coup de pub, pour le moment, ça y est, on a fait, on peut passer à autre chose, quoi, grosso modo. C'est, allez, LeBron et Bronny, le premier match de la saison, tu rentres, on applaudit, on est content, il a failli mettre un tir, etc. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses ou pas, toi, tu penses que c'était que pour le spectacle du début? Bah oui, parce que s'il l'avait pas fait rentrer au premier match, il y aurait eu ce truc-là de genre, ah bah, déjà, ils en avaient fait une tonne de genre, ce soir, LeBron va jouer son premier match avec son fils, première fois de l'histoire que, nanana, nanana. Euh, Si t'attends genre le deuxième, troisième match, t'es là genre bon bah du coup pourquoi on a toujours pas vu Bronny sur le terrain avec son père, nanana, c'est un moment important pour l'histoire de la NBA, mes couilles. Enfin je sais pas, genre pour moi c'est juste un coup marketing. Je suis désolé mais que personne l'ait pris à la draft, qu'il ait été pris par les Lakers, enfin bref genre c'est, je trouve que ça a tellement aucun sens et je le vois pas être compétitif du peu que j'ai vu sur une équipe qui va chercher potentiellement à jouer le titre. Donc pour moi, potentiellement, il y aurait 500 minutes si on prend la G-League en compte. Mais pour des minutes NBA, moi je vise une par match. À la limite, il le garde toute la saison et pendant une minute, il peut faire jouer avec son père. Ouais, 500, non, 500 c'est peut-être beaucoup, pour le coup. 500, c'est C'est peut-être beaucoup quand beaucoup. même, hein. Ouais, peut-être 300 quand même. Mais 82, c'est pas beaucoup 82 hein, quand même. Je trouve que t'es assez bas. Je m'attends en fait à ce qu'il joue quand même quelques sorties parfois par-ci par-là. Mais ouais, après, je pense que bon là, tout le monde lui tape dessus, tout le monde dit tu mérites pas d'être en NBA, t'es drafté que parce que t'es, etc. Et je pense qu'il y a peut-être une partie de vrai. Alors je sais pas à quel point c'est vrai, en quel pourcentage, mais moi je pense aussi à lui. Et puis, punaise quoi, ça va pas être dur à vivre hein, ce genre de situation. Alors bon, tant mieux, il est en NBA alors que peut-être il devrait pas y être, etc. Mais Ah ouais, moi j'en vis ils pas lui ont du pas fait tout, un hein. cadeau non plus quoi. Lui, même Ah pour non. lui, c'est un peu chaud quoi. Ah ouais, moi je trouve ça hyper dur, genre. Enfin, tu vois, là, je suis critique avec lui quand je dis 82 et tout, mais je mets pas du tout ça sur son dos. Au contraire, moi, ce qui m'emmerde plus, c'est cette organisation de comment ça se passe autour de lui et tout. Et s'il le vit bien, tant mieux, mais je pense que ça doit être vraiment pas facile à vivre et je me rends même pas compte à quel point il a son mot à dire dans la situation, quoi. Enfin bref, là, on spécule et tout, mais moi, ça me fait j'espère que ça se passe bien pour lui, mais ça me fait pas rêver comme situation. En tout cas, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Question de Dime Zhao, pourquoi les Warriors sont-ils déjà la meilleure équipe de la ligue? Bah, parce que Euh, Aristote et Steve Kerr, je pense que ça fonctionne. Parce qu'ils n'ont pas pris Paul George et qu'ils ont encore Moses Moody, Podziemski et qu'ils ont signé Buddy Hield. Et ça c'est fort. Ça, c'est Hmm, fort. Bref, question un peu ironique de Dime Zhao évidemment. Over-under pour l'intervenant, plus de points sur les quiz que l'année dernière. J'ai pas compris la question Moi pour non le coup. plus. Il manque des mots. Peut-être tu pourras nous envoyer par carte postale Dime Zhao les mots qui manquent. La Euh, suite. Question de Jedi et Padawan. De quel sophomore vous attendez l'explosion cette année? Alors, est-ce que tu connais les sophomores pour cette année ou pas? Et ben, Deuxième année. Lively. Lively, hein. Lively, c'est pas mal, ouais. Il nous Ouais, parle de Jordan Hawkins qu'on aime bien en plus tous les deux, ouais, je c'est crois. vrai. En plus, il pourrait beaucoup plus jouer vu que Dejounte Murray s'est pété la main et C'est qu'il n'y a vrai. plus Dyson Daniels et tout. Donc ouais, et à Jordan Hawkins, il y a un monde où ça joue beaucoup plus et que c'est très intéressant. Bon, après, il y a les classiques. Hein. Amen Thompson, bon, on va pas refaire 20 minutes sur lui. Amen Thompson, moi j'aime beaucoup patati patata patata. Ça, on a compris. Non, moi, il y en a un que j'attends de voir avec plus de minutes maintenant que l'équipe est totalement nulle. Gradedick, tu vois. Le Ouais. shooter Gradedick, qui est plus qu'un shooter d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été drafté loterie. Explosion, tout est relatif, mais j'attends de voir est-ce que ça peut pas faire jouer plus que l'an dernier ou ça jouait quasiment pas, quoi, grosso modo. Donc, Gradedick, j'attends de voir gros temps de jeu, plus gros temps de jeu en tout cas. Sinon, ouais, Jordan Hawkins, c'est pas mal. Jet Howard d'ailleurs, qui n'a pas du tout joué à Orlando l'an passé, Jet Howard. Oui, alors qu'ils en auraient bien besoin d'un peu de spacing, donc potentiellement ça peut avoir son impact, Ouais, clairement.
Je connais même pas trop le profil en plus pour te dire Jet Howard. Est-ce qu'on a d'autres Noah Clowney, je sais que Noah Clowney aussi. Dans quelle équipe il joue Azad, Noah Clowney? Là, ouais, je sais pas du tout. J'ai bien fait de poser la question. Non, mais c'était. Il a été pas mal de bonnes choses en fin de saison à Brooklyn. Après, qu'est-ce que ça vaut fin de saison à Brooklyn? Non, mais après, Julian Strawther, moi j'adore Strawther, évidemment, qui a fait une bonne première sortie là contre OKC, mais j'adore Strawther. Non, chez les sophomores, Keontae George, mais bon, réponse facile aussi, Keontae George, non? Ouais, Scoot Anderson dans ce cas-là aussi. Ouais. Qui c'est qui a pas trop joué aussi l'an dernier, qui pourrait un peu avoir des minutes. Banyama, en vrai, ça peut être un sophomore intéressant. Je sais pas s'il aura des minutes cette saison, mais... Est-ce qu'il va s'arrêter de prendre des pull-ups à 3 points ou pas Et on n'en peut plus. Vraiment, même les catch and shoot et tout, il faut arrêter, messieurs, s'il vous plaît. Bah, il l'aimait parfois, donc il aimait plutôt pas mal. Donc bon, ça justifie un peu. Kobe Bufkin. Ah ouais, je savais pas qu'il était 15e choix de draft en 2023. Kobe Bufkin. Tu l'as vu un peu déjà à Atlanta ou pas? Non. Non, pas du tout. Ça m'a pas marqué. Hein. Ok. Donc voilà pour la question sur les sophomores. Quelles sont les 3 équipes que vous attendez de voir jouer le plus, avec le plus d'impatience, et pourquoi? Alors ça, on a déjà répondu à la question de Dismaël. Timothée, over-under, 150 podcasts pour la saison de 2024-25. Tu prends l'over ou le under? Je prends le over, non? Là, ça fait 3 par semaine. On prend l'intersaison ou pas en compte? Je ne sais pas. Non, saison 2024-25, donc ça va s'arrêter à la draft, quoi. Je pense parce que ne serait-ce qu'avec les playoffs, on en fait beaucoup en playoffs, quoi. Enfin, on en fait beaucoup, tu les fais tout seul, tu nous as pas invités. C'est vrai que j'avais fait tout... Ouais, mais j'avais pas internet, donc c'était un peu compliqué pour faire des réunions. Over-under, sans bip pour Azad sur la saison. Ouais, non, je pense qu'on va être à over aussi. Bref, concluons cette mini séquence de questions auditeurs. Alors c'est un peu de ma faute, il n'y en a pas beaucoup, mais parce que j'ai oublié de poser. Mais venez sur le Discord, venez en poser en commentaire YouTube. Cet espace est là pour vous. Et donc on peut enchaîner avec la partie quiz, le quiz de la semaine. Comme d'habitude, Azad, le quiz, qu'est-ce que c'est? C'est 10 questions pour 10 points potentiels. Et donc on verra qui va gagner la race à la fin de saison. Les 10 questions et puis après le Zidane à la fin. Ça, on va garder ça aussi. Tu étais 3e l'an passé, donc j'espère que tu vas te reprendre pour cette saison, Azad. Bref, on y va, le quiz Azad. 5 questions flash pour commencer. Landry Shamet a été blessé. Landry Shamet est blessé, donc il n'a pas pu rester avec les Knicks. Mais qui les Knicks visent-ils pour le remplacer? C'est une information factuelle ou c'est genre une rumeur à la con? C'est une information de Shams Charania pour te dire à quel point elle est vraie. Oh putain. Attends. Ils ont dit qu'ils visaient... C'est un joueur qui joue en NBA ou c'est un joueur qui est sans contrat? Non, il joue en Bundesliga. Il était avec le Bayern, là. Ah oui, c'est un mec NBA. Ah ok, non, mais j'en sais rien. Je sais pas, si tu vois, ça aurait pu être un Yabusele ou un truc... Enfin non, quoique maintenant, il est en NBA. Mais un mec qui joue en NBA, qui voudrait... les Knicks, pour... Là, je sais pas... Je sais pas du tout. Buddy Hield, mais non, c'est pas lui, mais... Buddy Hield qui est sous contrat chez les Warriors, on est d'accord. Oui, en plus, qu'il vient de re-signer, du coup, ils auraient pas pu le bouger. Bon, non, c'était Matt Ryan. Matt Ryan, l'ancien des Pelicans, justement. Un shooter en sortie d'écran pour en remplacer un autre, vu que Landry Shamet est blessé. Deuxième question. Donc 0 point pour l'instant. 0 sur 1. Deuxième question. Qui a dit c'est l'effectif le plus dense que j'ai jamais entraîné? Qui a dit ça? Jason Kidd? Non. Je crois qu'il se fiche un peu de nous. C'est Steve Kerr. Steve Kerr qui a dit ça. Steve Kerr qui a coaché les Warriors avec Kevin Durant, etc. Apparemment, actuellement, DeAnthony Melton, Anderson et Buddy Hield, c'est l'effectif le plus dense qui ait jamais entraîné. Troisième question, Azad, à deux près, vu que c'est la nouvelle saison, combien de Français vont évoluer en NBA en 2025? TJ Saloon, Rissaché, Sarr, Koulibaly, Pacom, Wembanyama, Yabusele, Batum... Diakate, il est français ou pas? Je sais plus. Je dirais 9. Et non, à deux près, c'était 14. Ah oui, d'accord. Il y en a 14, ouais. Il y en avait plus que ça. Ah oui, il y a Gobert. Oh, mais... oui, il y a Gobert. Mais... Bref. D'ailleurs, question supplémentaire. Le premier pays en termes d'étrangers, c'est le Canada. Ça, tu le savais sans doute. La France est donc deuxième, alors qu'à l'époque, avant, il y a quelques années, la France était première devant le Canada. Il y a une nouvelle recrue du Canada. Bref. Mais qui est troisième? Qui est le troisième pays qui exporte le plus d'étrangers en NBA? La Serbie? Bien non, c'était l'Australie.
L'Australie Oh, mate. qui a 6 représentants, l'Australie. Donc voilà, 0 point toujours. Et puis dernière question flash d'actu. Qui a postérisé Miles Turner cette semaine? Ah putain, c'est de la pré-saison en plus, je crois. Non, c'est de la C'est saison. pas de la pré-saison putain, jouer contre qui les blaireaux? Pacers, les Pacers, c'était contre les Pistons. Jalen Duren. Bien non, c'était Kate Cunningham. Kate Oh, Cunningham qui a fait beaucoup de drives dans ce match. Ça fait plaisir à voir des drives de la part de Cade. Donc 0 sur 5, bravo Azad pour cette performance d'entrée de jeu. Et donc après les 5 questions, on passe au petit quiz à thème. Et donc cette fois, on commence l'année, évidemment, avec, on va voir si tu es plus fort que Charles Barkley. Who he play for? Je vais te dire des noms, des vétérans ou des journeymen. Tu dois me dire avec qui ils ont signé. Et on va voir, parce que tout le monde se moque de Charles Barkley, mais on va voir si tu es au niveau. Voilà, Corey Joseph. Pour qui joue Corey Joseph en 2025? Portland. Non, c'était le Orlando Magic. Corey Joseph joue au Magic. Shake Milton. On va voir si tu écoutes les podcasts. Est-ce que Shake Milton, où joue Shake Milton en 2025, saison 2025? Ah bâtard. Alors attends, il est dans le trade. Vous avez parlé de lui dans le Micmac. Dans le Micmac. Et du coup, je crois qu'il avait re-signé aux Knicks. Et que du coup, il l'avait échangé dans le trade avec Michael Bridges. Donc je dirais Brooklyn. Exactement, sign and trade Yes. à Brooklyn, ouais, tout à fait. Eh ben, Shake Milton. merci à toi et Antoine. Parce que sinon, je ne l'avais pas du tout celui-là. Garrett Temple, où joue Garrett Temple, le Hall of Famer du Who He Play For? Oh l'enfoiré. Houston. Non, il est aux Raptors, au Toronto Raptors, encore Garrett Temple. Ouais, il est toujours aux Raptors cette année, Il n'y avait tout à pas fait. de piège. Il n'y a pas de piège. Delon Wright, où joue Delon Wright cette saison? Minnesota. Non, il a signé à Milwaukee, Delon Wright. Et donc le dernier, c'est Moussa Diabaté. Pour qui joue Moussa Diabaté? Les Hornets. Exactement. Donc ça te fait 2 points. 2 points sur ce quiz, 2 points sur 5. Donc 2 sur 10 2 sur pour 10. l'instant. Wembanyama Et donc- au shoot, quoi. Non, je crois que c'est 1 sur 8 qu'il a fait. Et donc le Zidane, pour terminer, le Zidane c'est quoi? Pourquoi Fantastique. Zidane? C'est le joueur en 10. Pour ceux qui ne connaissent pas, le joueur en 10, le Zidane. Donc 10 indices énumérés un par un. Et plus tu réponds tôt, plus tu as 2 points, évidemment. Donc si tu réponds après un indice, tu as 10 points. Après 2 indices, tu as 9 points, etc. On est parti pour le premier Zidane de cette saison 2025. Allons-y, 2013. Seth Curry. Los Angeles Lakers. Julius Randle. Non, Randall, c'est la draft 2014. Tobias Harris. Non, Brandon Ingram, mais non, ça n'a rien à voir. Oui, non. Vas-y, continue. Non. Stan Van Gundy. Alors, Stan Van Gundy. Où est-ce qu'il s'est fait virer en dernier? Pam. Ah non, ça aurait pu être à Orlando, sinon. Mais non, c'était Jeff, lui. C'est Jeff ou c'était Stan à Orlando? Je sais jamais. Stan Van Gundy. Ah putain, c'est Détroit. Alors, Détroit, Tobias Harris, Stan Van Gundy, 2013. Qui c'est qui est passé par là? Donc, ça devait être à l'époque où il y avait encore Blake Griffin. Est-ce que c'est KCP? Exactement, c'est KCP, tout à fait. Arrête. Oh là là, c'est KCP. Donc ça te fait, au bout de 4 indices, ça te fait 7 points dans la besace, effectivement. Wow. Je sais pas comment t'as fait, tu l'as trouvé assez tôt, parce que les indices étaient trop faciles. Je pense que j'ai de la chance surtout. Indice d'après, c'était Orlando. Aaron Gordon, puisqu'il a aussi joué avec Aaron Gordon à Denver. Bradley Beal, Nikola Jokic, LeBron James et Brandon Jennings. Et oui, il a joué aussi avec Brandon Jennings à Détroit. Mais oui, tout à fait. Donc c'est Stan Van Gundy, en effet. C'était pas Jeff. Mais tu as vu que Jeff a retrouvé une place d'assistant coach. Ouais, il était consultant exceptionnel aux Celtics l'année dernière déjà. Et là, il est assistant coach aux Clippers. Tout à fait. Donc, Waouh! Oh, je suis refait. Je suis trop content. Bah, voilà, effectivement, la journée tu que je refais passe. ton retard avec ce Zidane, avec KCP trouvé en à peine 90. Donc ça fait 7 points plus 2 points sur les questions normales. Donc tu es à 9 points. Pour l'instant, tu es premier. Premier de la race. Azad avec 9 points. Premier sur 1 pour l'instant. Donc voici pour cette première semaine de l'Hebdo 2025. En tout cas, merci beaucoup Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et bah, merci à toi pour ce Zidane. Là, parce que là, vraiment, ça m'a refait la semaine.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous êtes aussi contents que nous que déjà du retour de la saison NBA, ça c'est quand même le plus cool, mais aussi donc du retour de l'hebdo qui c'est vrai anime pas mal nos lundis matins. Alors moi surtout les week-ends parce que moi je fais le montage, mais je sais que la saison 1 avait quand même beaucoup plu, donc on s'est dit allez on va le refaire. On refait ce format, je l'ai pas explicité mais avec la même rotation que l'an passé. Donc on a Azad, on a Baptiste et on a FD bien entendu pour tous les lundis matins pour parler des matchs de la semaine, du scouting, des stats, des infos, des news. Ça c'est toujours la partie très polarisante entre les news, les auditeurs qui aiment ou qui n'aiment pas, même intervenants d'ailleurs. Et puis oui non, n'hésitez pas aussi à venir dès maintenant poser vos questions dans le channel du Discord ou alors en YouTube, je les prends aussi. En général on traite vraiment 100% des questions auditeurs. Alors on verra si pour cette saison il y en a trop ou pas. Peut-être qu'on va pas non plus faire 4 heures d'émission, mais voilà, en général pour l'instant on a répondu à toutes les questions, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Alors ça peut être des propositions de sujets, ça peut être des questions drôles, pas drôles, questions sérieuses, questions de ranking, questions n'importe quoi, des questions auditeurs, c'est un espace qui est là pour vous, donc rendez-vous à peu près partout, hein, mais notamment le Discord pour poser vos questions auditeurs. Et donc, on se dit au grand maximum lundi prochain, mais je pense qu'on va peut-être se retrouver avant. J'ai 2-3 émissions en stock et ou à faire en ce tout début de saison. Plein de sujets qui peuvent un peu nous faire patienter pendant qu'on commence un peu à accumuler 10-15 matchs un peu intéressants où se dessinent des premières tendances. Donc voilà, je ne sais pas encore pourquoi on va se retrouver, mais on va se retrouver très bientôt. N'en doutez pas, et si ce n'est pas en podcast, n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne YouTube ou les chaînes YouTube pour plein de petits formats tactiques. Et donc, sur ce, je vous remercie une fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.